Fred bonne humeur. Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 11e épisode de la saison 4. Dernier épisode, avant les vacances de Noël. C'est pour ça qu'on est en forme comme ça, je pense. J'aime beaucoup mon travail, mais là, j'ai hâte de prendre une petite pause. Encore une fois, grand plateau. Bon, est-ce que je peux dire ça? Oui, dans le luxueux sous-sol studio de la balado. Magnifique. Mathieu Bellil, bonjour. Bonjour Fred, comment ça va? C'est la première fois qu'on vous entend. Ben oui. Après le festival Mathieu Bellil, oui, qui a marqué les esprits cet été. Oui, apparemment. Non, mais vraiment. Il a fallu que je me repose un peu, mais j'ai avouez commencé à m'ennuyer. Là. Avouez que vous avez signé des autographes cet été. Oui, après le festival. Oui, sur la rue, là, ça devenait un peu lourd. Ouais. Je l'avoue. Et vous aviez invité une personne qui est avec nous que j'aime beaucoup aujourd'hui. Allô. Mélika Abdelmoumen. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Merci d'être là. Ben, merci à vous. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment aimé cet épisode-là. Pour vrai, j'ai reçu plusieurs courriels. Ouais. Wow! Ben, une anecdote, Fred. Et même des gens qui ont dit il faut que Mélika devienne chroniqueuse. Ben, on verra si ça va arriver. Quand vous voulez. Pour l'instant, vous êtes invité pour venir nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Et ça, c'est quelque chose que je veux faire cette saison-ci. Ouais. Parler des revues. Est-ce qu'on dit revue ou magazine? Dans le cas de Lettres québécoises, je pense qu'officiellement, c'est un magazine, mais pour moi, c'est... Ça dépend des définitions. Oui. Moi, j'ai ça. Pour moi, c'est plus une revue. Ben, je me rappelle, c'est que ça dépend des pays. Moi, j'ai découvert le monde des revues en France, puis Lettres québécoises correspondait davantage à la revue à cause du contenu culturel, intellectuel, tout ça. Puis le magazine était plutôt... Plus véro. Oui, c'est ça, mettons. Mais affaires après, je sais pas exactement. Disons que pour moi, dans ma tête, c'est LQ. Voilà, je sais pas de savoir ce que Fred, c'est. juste une anecdote, mais vous disiez tout à l'heure que l'épisode avec Mélika avait fait du bruit. Oui. Petite anecdote savoureuse. Ma fille s'en va un soir garder 2 enfants de gens qu'on connaît pas dans le quartier. Puis enfin, elle a été référée. Et là, on découvre que ces gens-là sont allés voir Baldwin, Styron et moi, le spectacle de Mélika, en écoutant l'entrevue que j'ai menée avec Mélika et sans savoir que ma fille était la fille de Mathieu Bellil. Donc, wow! Incroyable. Donc, il se passe quelque chose avec la balado. Ben, Rosemont, là, c'est incroyable. C'est un incubateur. Mais là, on va faire la connexion Rosemont-Villeray maintenant. Oui. Et Mathieu Bellil, je retiens que votre fille garde. Oui. Oui. Moi et mon amoureuse, on est déjà bien excités de savoir qu'on a peut-être trouvé quelqu'un pour aller au théâtre. Ben oui, puis on entendait d'en former une deuxième. Là. Ah, mon Dieu! Ça va être un gros sideline pour nous. Et on accueille également Jonathan Livernois. Bonjour! Salut, Fred. Vous êtes... Attendez que je retrouve mes notes. Oui, bon. Professeur agrégé au département de littérature de l'Université Laval. Spécialiste de l'histoire littéraire et intellectuelle des 19e et 20e siècles. Ça fait 1 mois et demi que je parle de votre livre « Entre deux feux ». Je me rends compte que je l'ai mal décrit. Bon, j'ai parlé du 17e et du 18e, mais on part du 17e siècle. En fait, c'est... même pas. Attendez. 18e. En fait, on part du 18e. Ouais. Parlementarisme et lettres au Québec, 1764-1936. Un livre... ça va être un défi, cette entrevue, parce que c'est du contenu quand même très niché, mais accessible en même temps. Bon, ben, tant mieux. Vraiment, ouais. Et on va, dans le fond, réfléchir avec vous à la naissance de la littérature, entre autres, et son lien avec le... En fait, c'est parce que j'avais jamais entrevu la littérature et la politique de cette façon-là, et je pense que c'est une des qualités de votre livre, et entre autres, de se replonger dans la vie politique et littéraire de premier ministre, dont on parle peu parce que l'histoire du Québec, parfois, escamote ces figures qu'on pourrait considérer comme des premiers ministres un peu plus mineurs que les grandes personnalités qu'on connaît, Duplessis et Honoré Mercier. Alors, on va en parler un petit peu plus tard, mais là, on va replonger un peu dans l'actualité, Mathieu Bellil, parce que il y a quelque chose qui vous a titillé. On peut dire ça comme en ça, France. oui. On va prendre des nouvelles de la France, en fait. Oui, tout à fait. Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Vous prenez des métros et vous prenez des trains. Ouais. Alors, Éric Zemmour. Oui, Fred, il faut qu'on parle du candidat Éric Zemmour. Et peut-être, en fait, je devrais plutôt dire le sauveur Éric Zemmour.
venu délivrer la France du mal qui la ronge. Car oui, un sauveur nous est né, Fred. Un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, prince de paix, lumière du monde. Est-ce qu'on peut entendre? N'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Alors, Zemmour, le sauveur. Franchement, j'entends ça, Fred, et j'entends une sorte de délire. Mais il faut qu'on en parle, essayer d'en parler un peu sérieusement. Ce qu'on vient d'entendre, ce sont des extraits de la vidéo de déclaration de candidature de Zemmour, où la mise en scène, très étudiée, qui se voulait de bon goût, en fait, avait quelque chose de grotesque et même de kitsch. Bon, vous avez remarqué la musique de Beethoven, les rayonnages de beaux livres derrière en peau de daim, probablement tous les grands classiques de la littérature française. Il y avait son microphone omnidirectionnel, typique des années 40, exactement comme celui que Charles de Gaulle a utilisé quand il s'est adressé à la France occupée alors de son studio de Londres. Ça, je peux me permettre aussi, ça rappelle vraiment le film King's Speech. À la fin, il y a une scène où le roi, justement, le roi Bègue, qui réussit à surmonter son handicap, et là, dit au fond... Je suis là, l'Angleterre va survivre. C'est la même chose, c'est la même musique et on a un peu la même scène. On a aussi le micro. Alors, ça n'a pas été relevé, je pense, mais pourtant, ça ramène à la fois de Gaulle et aussi la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on est vraiment dans une atmosphère de Deuxième Guerre. On est surtout dans une construction. On est dans une construction totale. D'image totale. Tout ça est du toc. C'est du comme si. Zemmour n'est pas de Gaulle, il joue à de Gaulle. Oui, la France est aux prises avec des problèmes, mais rien qui ressemble ni de près ni de loin à une occupation militaire étrangère, surtout pas une occupation nazie. Zemmour joue à l'occupation, joue à l'exil. Il n'est pas en exil, il n'est pas à la marge, il est en plein centre de l'appareil, entouré d'une équipe mobilisée, généreusement financée. Fred, le choix de la 7e symphonie de Beethoven comme musique de fond avait quelque chose d'un peu curieux quand même. Alors, parce que... Je savais que vous alliez là. Alors, non seulement parce qu'on a un nationaliste à la sauce Cocorico qui choisit un compositeur allemand mais que diantre... C'est pas d'ailleurs l'hymne de l'Europe, cette pièce-là? C'est l'hymne de l'Union européenne? L'hymne à la joie. Et je tiens à dire ça... Oui, non, mais c'est pas la pièce thème de l'Union européenne. Oui, donc, d'un nationaliste français, je suis encore un peu... Et Beethoven est sourd, en passant. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'écoute. Non, c'est ça. Je veux juste dire ça. Peut-être qu'il y a un lien à faire. Mais en tout cas, pourquoi pas Debussy, Bizet, Berlioz, Saint-Saëns? Mais aussi, je l'ai appris par un de vos auditeurs fidèles, le romancier Mathieu Thomas. Il m'a écrit pour me dire « je sais que tu vas parler de Zemmour. » Et il m'a appris que la 7e symphonie de Beethoven a été composée en 1811-12 pour célébrer, tenez-vous bien, une défaite de Napoléon aux mains des Allemands. Okay? Alors, avouez que pour un promoteur de la grandeur française, un admirateur incontesté des conquérants, cette symphonie a quelque chose d'un air de défaite. En fait, je me demande d'ailleurs si Zemmour ne connaîtra pas lui aussi son Waterloo, ne finira pas seul sur son île Sainte-Hélène. En fait, je me propose déjà de l'accueillir moi-même sur notre île Sainte-Hélène, à l'entrée de la ronde, dans le rôle du clown qui distribue des ballons aux enfants. Je pense qu'il serait tout à fait dans son élément. Parce que Zemmour n'est pas un personnage de tragédie ou de roman chevaleresque comme il l'espère et comme son ami Mathieu Bock-Côté aime aussi le penser. C'est plutôt un personnage, je crois, de farce. Sa candidature, c'est le dernier sparage en date d'un commentateur déjanté et mythomane qui a fait de la nostalgie et de la psychose crépusculaire ses ingrédients politiques de choix. Notre défi, là, Fred, c'est de malgré tout prendre cette farce au sérieux parce que ce mouvement-là a un écho en France. Il y avait énormément de jeunes dimanche dernier à Villepinte, en banlieue parisienne. Sa première grande assemblée de campagne, on estime la foule à entre 10 000 et 15 000 personnes. Je tiens à dire que c'est un peu flou comme estimation. C'est un peu flou. Je dis pas 13 500 et 15 000, mais là, 10 000 et 15 000. Je pense qu'on est plus dans le 15 000. C'est comme de dire, cette personne est dans le top 13. Habituellement, t'es 13e. Quand tu dis ça. OK. En tout cas, on dit que Zemmour est un Trump français. Oui. Okay? Oui. Je dirais plutôt que c'est un Trump avec des livres. Okay? Ces livres forment plus un grand bazar intellectuel qu'une vraie pensée claire et ordonnée, mais quand même, on ne peut pas nier que Zemmour a une certaine culture et des habiletés rhétoriques redoutables. Oui.
Néanmoins, ces deux-là, Trump et Zemmour, ont beaucoup de choses en commun. Les deux vouent un culte à la virilité, une conception archaïque des rapports hommes-femmes. Ils aiment la bagarre, ils aiment la force, ils maîtrisent l'art de la démagogie, ça, il n'y a pas de doute. Ils ont l'habitude aussi de subir des procès, des enquêtes. Ils dépassent les limites. Hein. C'est leur côté mauvais garçon qui semble avoir une sorte d'attrait. Hein. Les deux ont grandi, et ça, c'est un autre élément hyper important. Les deux ont grandi dans l'œil du public, devant les caméras. C'est-à-dire, les deux sont des créatures télévisuelles. Et je rappelle que jusqu'à septembre dernier, Zemmour avait droit à 1 heure de télévision par jour, en plus de ses interventions à la radio, de sa chronique dans les journaux, de ses frasques qui faisaient les manchettes. On les aime ou on les déteste, c'est selon, mais on s'est surtout habitué à les voir, à entendre parler d'eux. Les deux sont riches aussi. Trump plus que Zemmour, bien sûr, mais surtout, les deux sont très proches du grand capital. Ils font mine un peu de s'en distinguer. Hein. Ils jouent aux renégats, alors qu'en fait, ils en sont plutôt les serviteurs. On sait que Zemmour est très proche de Vincent Bolloré, un milliardaire français dont le groupe est présent dans 127 pays. Et fait un chiffre d'affaires, j'ai converti les euros en dollars canadiens, c'est 30-32 milliards de dollars en 2018. C'est un peu plus gros que Québécois. Son affaire. Oui, c'est ça. On est monté dans les ligues majeures. Vous savez qu'en passant, Vincent Bolloré était le grand ami de Nicolas Sarkozy et que le lendemain de la victoire de Sarkozy en 2007, Sarkozy avait pris l'avion personnel de Bolloré et était allé le rejoindre sur son yacht personnel. Ça avait fait un scandale. Et oui, c'est ça. Je pensais qu'il était allé à sa gare. Aussi, hein, il est passé. Bon, il y a ça aussi. C'est plus tard. Oui, ça, c'est le temps des bouffons, version 2000. Mais c'est intéressant parce que là, on commence à voir qu'il y a aussi un Bolloré derrière ça qui cherche un nouveau poulain pour reprendre l'Élysée et qui a arrêté son choix, ce sera Zemmour, et qui a mis toute la gomme dans ses médias pour mousser sa candidature. D'ailleurs, le dernier livre de Zemmour, qui s'appelle « La France n'a pas dit son dernier mot », est publié par une société appartenant à Bolloré, qui lui a consenti, je le souligne, des droits exceptionnels, 55% de droits d'auteur. Alors, Mélika et Jonathan... Moi, c'est ça aussi. Chaque année. Ça se vend beaucoup, donc. Ma thermopompe, je l'ai bientôt. Il va falloir qu'on parle, Jonathan, parce que j'aimerais ça connaître le nombre de C'est pas votre contrat, Mathieu Bellil? Disons que la moyenne, c'est plutôt des 10%. On voit même des tendances maintenant à 8. Alors... en fait, si on regarde les choses un peu froidement et qu'on se dit que Zemmour a déjà empoché probablement autour de 2 à 2,5 millions de dollars canadiens pour ce dernier livre seulement, alors on peut penser que ça ressemble à une contribution de campagne déguisée. Zemmour, je rappelle, intervenait quotidiennement sur CNews, chaîne télévisée propriété de Bolloré, à Europe 1, station de radio aussi propriété de Bolloré. Et je note que notre ami Mathieu Bock-Côté intervient sur les mêmes chaînes, qu'il a pris le siège de Zemmour, en plus d'avoir sa propre émission, et que son dernier livre, tenez-vous bien, La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, apparu dans une maison, les presses de la Cité, qui appartient à un groupe qui s'appelle Éditis, et qui est lui-même une propriété du groupe Bolloré. Mais voyons! Et là, le magazine Paris Match, où on a vu Mathieu et aussi Zemmour, appartient aussi au groupe Bolloré, qui apparemment aurait ses vues sur Le Figaro, où Zemmour écrivait jusqu'à tout récemment, de même que Bock-Côté. C'est bien fait, hein? La vie, là... Mais ce sont des gens qui se retroussent les manches et qui font des choses. La vie, c'est... Ils ne font pas juste chialer. C'est fait de belles rencontres. Dans des balados indépendants. Oui, exactement. Fred, la première chose que Bolloré fait quand il achète des chaînes de télévision, des postes de radio, c'est de renvoyer tout le monde, ou alors de les pousser vers la sortie en changeant les orientations du média. C'est arrivé à Canal+, où une grève s'est soldée par un remaniement total, et on en a moins parlé, mais à Europe 1, l'été dernier, pas plus tard que l'été dernier, là, les journalistes les plus respectés, les plus anciens, comme Patrick Cohen et d'autres, ont claqué la porte. Ces gens sérieux ont été remplacés par des gens... moins sérieux, Et pour vous donner une idée, du niveau des journalistes et commentateurs des chaînes de Bolloré, je vous cite quelques réactions. On va regarder juste un échantillon, choisi au hasard. Le lendemain du lancement de campagne de Zemmour dimanche dernier à Villepinte. Alors, on est le 6 décembre, On est sur Europe 1. Et là, l'animateur qui s'appelle Vladimir Davidenko donne la parole à une première commentatrice. Et notez bien les mots, là, parce que c'est important. Elle parle d'une mue, M-U-E, réussie. Alors là, comme un serpent qui change de peau. Voilà, Et elle dit, voilà, une mue réussie, c'est clair, Zemmour nous a fait la preuve qu'il est devenu présidentiable. Et là,
Davydenko se tourne, après ça, sur le même plateau, vers le journaliste Victor Chabert, à qui il demande si la mue est faite, les mêmes mots, comme vient de le dire sa collègue. Et là, je cite Chabert, « La mue est faite. Nous avons un candidat présidentiel. Il a été ferme dans les mots, assuré. Il est allé au fond des choses. Franchement, on n'a plus le polémiste qu'on avait il y a encore quelques semaines, mais un vrai candidat à la présidence. » Fin de la citation. Alors là, c'est pas fini, les amis. Le même jour sur CNews, là, on était à Europe 1, on passe à CNews, chaîne télévisée de Bolloré. L'animatrice pose, alors je pense que c'était Laurence Ferrari, pose la même question que Davydenko à un autre journaliste, Gauthier Lebret. Hein? On écoute Lebret. D'Éric Zemmour, Gauthier Lebret, est-ce qu'il a fait sa mue de polémiste à candidat à l'occasion de ce meeting, selon vous? C'était assez frappant. Hein. Il y avait vraiment tout qui était mis en place pour que cette mue ait lieu. On a vu un candidat à l'élection présidentielle. On a oublié le polémiste. Vous avez vu les images qui étaient incroyables, des images de grues. Il y avait une grue, il y avait des drapeaux par dizaines, des pancartes Zemmour président. La mise en scène était au point. La mise en scène était vraiment très bien réglée. Dans sa maîtrise de la salle, c'est-à-dire dans la maîtrise du prompteur, c'est pour ça qu'on le voit avec des lunettes, c'est parce qu'il avait des prompteurs qu'il a très bien maîtrisés. Il a vraiment réussi à haranguer la foule, c'est 13 000 personnes. Donc oui, tout était fait pour que... 13 000. Ouais. Bon. On l'a eu. OK. Mais moi, du journalisme comme ça, là, genre, il m'en faut. Indépendant possible. Oui. OK. Mais là, c'est pas encore fini, les amis. Parce que maintenant, Fred, je vous propose d'entendre notre Mathieu Bock-Côté. Oui, notre orgueil français national. Oui, c'est ça. Sur la même chaîne. Oui. Alors, on est à CNews quelques heures plus tard. Et là, vous allez voir, il était sur son plateau avec Christine Kelly, qui est une animatrice très posée. Bon, et là, vous allez voir, Christine Kelly pose une longue question et Mathieu fait ici quelque chose d'un peu étonnant, mais peut-être pas. Alors, il reformule la question. En fait, il lui dit, en fait, c'est plutôt cette question que vous auriez dû poser. Et regardez la réponse, c'est suave. Tenir de ce premier grand meeting d'Éric Zemmour. On pourrait dire la première question, c'est est-ce qu'il a connu sa mue présidentielle dont on parlait depuis... Sa mue! Je pense que la réponse, elle est claire et sans ambiguïté, oui. C'est-à-dire manifestement l'homme qui s'est présenté. Puis je dis ça en notant que ce sont des adversaires aussi qui l'ont noté, des gens qui sont très critiques à son endroit, qui disent voilà un homme qu'on ne connaissait ni comme tribun ni comme orateur et qui manifestement était capable de le devenir. Alors pour peu, ses adversaires vont se désister tellement Zemmour est incroyable. Il a réussi sa mue. Hein. Il a réussi sa mue. Je pense que le mot ça, c'est le mémo. Ça, c'est le mémo. On est à 8 ou 9 fois. Puis je ne suis pas allé dans d'autres commentateurs parce qu'à un moment donné, j'en avais assez. Certains parleraient, Fred, de collusion, de lignes apprises. D'autres diraient simplement que ces gens comprennent vite ce qu'il faut dire pour être dans les bonnes grâces du patron. Mais vous connaissez ma foi vibrante dans l'humanité. Je préfère croire un miracle, tout simplement. Ils ont vu la lumière. Le sauveur est né. Hein? Bon, alors... Qu'est-ce que Zemmour a bien pu faire de si extraordinaire dans ce rendez-vous de Villepinte du 5 décembre dernier qui a convaincu à ce point les journalistes et commentateurs du groupe Bolloré? Je me suis tapé, Fred, 1h30 de télé et franchement... non, mais moi, je suis comme ça. Je suis même abonné à Zemmour. Je veux savoir ce qui... Je veux savoir. Je me suis tapé 1h30. Vous n'êtes pas cardiaque, vous? Non, pas du tout. Je suis un animal à sang-froid. Je l'ai trouvé plutôt ordinaire, pour être franc. Ouais. Assez figé, manquant de rythme, cherchant la foule du regard, crispé. Il avait du mal à sourire, il était nerveux. Il n'était pas mauvais, mais il était quelconque. Je le dis sans aucun plaisir, Trump était presque meilleur. Pourquoi je parle de Trump? Parce que, vous savez, j'ai passé... peut-être pas, mais je vous le dis, j'ai passé des heures et des jours à regarder les discours de Trump dans ses rallyes de campagne parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Empire invisible, paru chez Le Méac, et non, je vous confirme, Le Méac n'appartient pas au groupe Bolloré. Non, c'est ça. Je vais vous dire ce qui m'a frappé dans le rallye de dimanche à Villepinte. Zemmour a appliqué la recette Trump point par point. Je veux dire, quand on dit « est un Trump français », c'est comme une formule facile, mais quand on creuse vraiment, c'est ça. On pourrait presque parler de plagiat. Tous les ingrédients de la recette trumpiste de 2016 étaient là. Alors, je vous en donne quelques-uns, puis j'aurais pas à en ajouter. D'abord, la nostalgie de la grandeur perdue. Zemmour pourrait reprendre le slogan « Make America Great Again ». Je pense même que dans le Devoir cette semaine... Il y a une caricature, hein? Oui, il y a une caricature où on voit « Make France Great Again ». Bon, c'est
à la France, il faut que la France retrouve sa grandeur, et c'est d'ailleurs le sens qu'on peut donner à sa formation politique, la nouvelle formation politique de Zemmour, Reconquête. Ah, mon Dieu, je savais même pas qu'elle avait ce nom-là. Oui, c'est Reconquête avec un point d'exclamation, et qui mise sur un retour à une France perdue. Donc, les Français ne reconnaissent plus leur ville, leur rue, leur langue. Ça, leur langue, je dis, wow, OK. Tu sais, Montréal, des fois, t'entends beaucoup d'anglais. Et là, à Paris, tu sais, enfin, ils sont des étrangers chez eux. Même les enfants, tenez-vous bien, ont la nostalgie d'une France qu'ils n'ont pas connue. Imaginez. Il dit ça dans sa vidéo. Moi, j'avais l'impression d'être en train de lire Alfred de Musset, Confession d'un enfant du siècle. Enfin, ensuite, ça, c'est le premier ingrédient, nostalgie. Deuxième, la méfiance envers le système politique, envers le système tout court. Zemmour, tenez-vous bien, dans son rallye de Villepinte, a déjà dit à ses partisans de se méfier du résultat de la prochaine élection à cause de manipulation. Alors, je cite, « Ne vous laissez pas voler l'élection. » Alors, Trump passait son temps... Comme on vous a volé votre pays, quelque chose comme ça, me semble. Oui, c'est ça. C'est encore meilleur là, que ce que j'ai retenu, mais... T'es pas tout à fait aussi bon que lui. Désolé, non, j'ai mon Zemmour, je le travaille un petit peu. Samu n'est pas complété. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Alors, vous savez bien que Trump a passé son temps à parler de rigged elections et qui ne reconnaît toujours pas sa défaite aux élections de novembre 2020. Troisièmement, Zemmour tient un discours contre les élites. Alors, il y a le système politique. Maintenant, il y a les élites. Alors, bien sûr, il y a les technocrates et les juges de Bruxelles qui sont déconnectés de la réalité. Alors, là, non, je ne défendrai pas les technocrates de Bruxelles. Ça se peut que ce ne soit pas les gens les plus... on a le droit de ne pas être d'accord avec les technocrates de Bruxelles. C'est ça. Mais je ferai remarquer que Trump tenait le même discours à propos de Washington en disant que l'élite de Washington était déconnectée, corrompue, drain the swamp. C'était son travail, c'est ce qu'il annonçait. Et Zemmour ajoute aussi qu'il fait exactement comme Trump à nouveau. Il fait huer les journalistes et les médias par sa foule. Alors, ça, c'est vraiment problématique. Ben, en tout cas, c'est une manière... de quelqu'un qui est né grâce aux médias, quand même. C'est vrai. C'est encore plus vrai de Zemmour. Qui est un chroniqueur rigolo parce qu'un peu ridicule à On n'est pas couché avec Nolo, mais qui parfois touchait la cible avec certaines critiques. Je disais, mais il était inoffensif. Mais je disais, c'est les médias quand même qui l'ont créé. Et là, aujourd'hui, il est rendu presque au sommet. Et là, il demande de rejeter tout ce qui l'a porté au sommet. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est encore plus frappant avec Zemmour parce que Zemmour est un produit du journalisme. Trump n'était pas un produit du journalisme. Trump, c'est un produit de l'entertainment. C'est pas pareil. Oui, très juste. D'ailleurs, si vous me permettez, Fred, on peut entendre... C'est rendu votre balado, Mathieu. Allez-y. Faites juste me dire quoi faire. Alors, Fred, faites jouer, s'il vous plaît, monsieur de la Saveur. Faites jouer, donc, un petit extrait de Huée. Oui, monsieur. 15 000 Français qui ont bravé le politiquement correct, les menaces de l'extrême gauche et la haine des médias. OK, puis ça, là, quand c'était les médias, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs qui ont été relevés. J'arrive au cœur de la politique zemmourienne. Le discours anti-immigration, encore une fois, le même que Trump. Il n'y a pas l'idée du mur, mais c'est à peu près la même chose. En fait, c'est plus dur. Okay? C'est parce qu'en France, ça coûterait ça prendrait un mur tout autour. Ouais, une ligne Maginot. Et tu sais que ça a bien marché pendant la guerre. Oui, ils s'en sont bien sortis. C'est ça, il ne faudrait pas oublier les Ardennes cette fois-là. Mais ça serait encore une façon de ramener la Deuxième Guerre. Ça serait écœurant. Bon, alors, je résume la politique d'immigration de Zemmour, c'est, je cite, immigration zéro. OK? Fin. Alors, fin de l'immigration familiale, renvoi des clandestins, expulsion des délinquants étrangers qui sont en prison et, notez bien, expulsion des chômeurs immigrants qui n'ont pas trouvé d'emploi en 6 mois de recherche. Alors, ça, là, je cite, là, je résume pas, c'est ce qu'il a dit. C'est incroyable. Et là, quand j'ai... Oui, quand même. Est-ce que je peux juste ajouter une précision? Moi, j'ai été immigrante française. Quand on a nos premiers permis de séjour, normalement, on n'a pas le droit de travailler.
Moi, j'étais mariée, donc j'avais un permis de travail. Donc, dire, il faut qu'ils n'ont pas trouvé de travail en 6 mois. Vous dites que vous avez émigré en France? Moi, j'ai été immigrante pendant 12 ans. J'ai habité 12 ans là-bas. Après, je pensais que j'allais passer ma vie là-bas. Et vous arriviez d'où? Et j'arrivais de Montréal. J'étais canadienne. Donc, on a immigré de 2005 à 2017. J'ai habité là-bas avec mon mari, qui est français. Donc, j'étais mariée avec un Français, donc j'avais un permis particulier. Mais les premiers permis qu'on a, on n'a pas le droit de travailler. Donc, de dire s'il n'a pas trouvé de travail au bout de 6 mois, à moins que ça ait changé, puis qu'entre-temps, tout ça a évolué, puis que les immigrés aient rapidement le droit de travailler en France, mais je serais surprise. Oui, voilà, effectivement. Avec un programme comme ça, Fred, on peut se demander... Moi, j'avoue qu'au début, je pense qu'on a commencé à entendre parler de la candidature possible, en septembre? Oui. À peu près. J'avoue qu'au début, je croyais presque à un gag. Je me suis dit, bon, on est dans du Coluche ou du Dieudonné... Mais et là, on a vu les grands argentiers. On dirait que j'aime pas que Coluche soit mis dans la même phrase que Dieudonné et Éric Zemmour. Ça m'embête aussi. Ça fait du mal à Coluche. Oui, je comprends. Je comprends. Mais disons, il y a quand même... je comprends. Oui. C'est un autre débat. Écoutez, c'est votre balado, vous dites ce que vous voulez. C'est ça. Alors, mais là, vous avez vu comme moi, les grands argentiers, beaucoup de banquiers, d'industriels qui ont financé Zemmour, qui commencent à le financer. Puis là, je me suis dit, OK, il se passe quelque chose d'anormal. Et si l'argent est derrière lui, c'est qu'il y a autre chose. Et ce que j'ai compris, je le résume un peu vite, là, c'est que Zemmour était l'idiot utile qui allait faire avancer les intérêts des plus riches. Au fond, une sorte de nouveau cheval de Troie qui allait affaiblir la social-démocratie, qui a déjà été affaiblie par Sarkozy, qui l'est un peu... mais de manière assez douce par Macron. Et qui serait pas si douce, mais je veux dire, en comparaison de Zemmour, au moins. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a autre chose dans le discours de Zemmour que la rhétorique anti-immigration et la nostalgie franco-française. Il y a la promesse d'une baisse majeure des contributions et des impôts pour les entreprises. Voilà. OK? Et je le cite, dès les premières semaines de mon mandat, je baisserai massivement les impôts de production pour toutes les entreprises. Exactement, je le précise encore, comme Trump, qui a donné des centaines de milliards aux plus riches, au point que, je crois en 2017, Amazon n'avait payé aucun impôt fédéral aux États-Unis. Et là, au fond, Zemmour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une sorte d'alliance entre, on pourrait appeler ça un libéralisme extrême, et l'extrême droite, ou l'ultra-droite. Maintenant, on a inventé ce terme-là. Et au fond, c'est ça... Attends, Oui, pardon. On parle d'ultra-droite... pour pas dire extrême droite. C'est ça. Pour enlever le côté péjoratif. Voilà. L'ultra-droite, c'est une droite extrême. C'est une droite super! C'est ça, c'est comme l'essence. Ça doit exister, l'essence ultra. Les huiles essentielles de droite. C'est ça. Mais au fond, c'est ça qui intéresse Bolloré et les autres. C'est pas l'affaire de... Il s'en fiche. C'est pas la France perdue. Vous savez, Bolloré, là, il a voté Anne Hidalgo à Paris. Il a félicité Bertrand Delanoë. Il adore les socialistes à Paris. Il a obtenu le contrat exclusif des Autolibres à Paris, vous comprenez? Alors là, lui, il voit autre chose là-dedans. Il se dit, bon, les attaques contre les immigrants permettent de faire passer un programme économique qui va m'arranger, qui va arranger ma caste, plutôt que d'expliquer que si la France a des problèmes économiques, et elle en a, OK, le déclassement, là, ça, c'est un des thèmes de Zemmour, et il existe, ce déclassement. Il y a du chômage à 20% chez les jeunes de moins de 25 ans en France. Pour ça, ils sont tous ici. Ben non, mais c'est pour ça qu'il y a peut-être autant de jeunes aussi dans ces rallyes. Croissance économique famélique, baisse continue du pouvoir d'achat. Vous savez que depuis 20 ans, malgré que la population française n'a pas vraiment augmenté, il y a 1 million de nouveaux pauvres en France depuis 20 ans. Et c'est pas à cause des immigrants, c'est à cause de la démission de l'élite économique française qui a délocalisé massivement ses entreprises. De l'Europe de l'Est en passant par l'Asie et l'Afrique. Fred, depuis 40 ans, l'industrie française a fondu de 50%. OK? Pensez à Alstom. Ça, c'est à cause des députés européens, ça. Oui, c'est ça, c'est les technocrates de Bruxelles. Non, mais pensez à Alstom. On en a entendu parler, nous, parce que les fameux wagons du REM, là, la française Alstom, qui a acheté Bombardier Transport, OK? Ça a été fait ni en France ni au Québec. Ça a été fait en Inde. OK? Mais multipliez ces exemples-là par 1000 en France depuis 40 ans, là, puis vous avez le résumé d'un problème. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est bénéfice pour les patrons, c'est bénéfice pour les actionnaires. Et en plus de ça, l'activité industrielle européenne se concentre de plus en plus en Allemagne, qui, en fait, règne vraiment sur l'Europe. C'est vraiment le cas. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Zemmour a fait jouer du Beethoven. C'était en honneur des vrais maîtres. Mais on parle de plus en plus de germanisation de l'Europe. Parce qu'en fait, la plus grande partie de l'activité industrielle se situe dans la mer du Nord, Hambourg, Amsterdam, Rotterdam.
Puis depuis l'entrée dans la zone euro, ce qu'on constate, c'est que les grands industriels français ont investi en Allemagne et que les grands industriels allemands n'ont pas investi en France. Okay? Et d'ailleurs, l'Allemagne a aussi profité de tout ça pour imposer, vous le savez, hein, sa cure d'austérité dans des pays comme la Grèce, le Portugal. Bon, pourquoi je parle de tout ça? Parce que pendant que Zemmour, lui, parle du grand remplacement par l'islam, alors les arabo-musulmans, là, vous savez, en France, les sondages, quand on dit combien y a-t-il d'arabo-musulmans en France, les gens disent 30%. Savez-vous c'est quoi le vrai chiffre? Non. 6%. Ah ouais? OK? De la population française. Ce qui est le double du Québec. Le double du Québec. Et on a le même discours. Les gens ont le même discours sur ces populations ici. Puis en plus, il ne faut pas oublier que là-dedans, il y a au moins la moitié des gens qui ne pratiquent pas. Ben, c'est ceux que Sarkozy appelait les gens d'apparence, les musulmans d'apparence. Oui, c'est ça. Il y a eu cette expression-là de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle parce qu'il y a pendant les attentats de Mohamed Merah qui avait tué 2 soldats français. Sarkozy a dit ne doit pas oublier que c'était 2 soldats musulmans d'apparence parce qu'un des 2 était catholique. C'est fou, hein? C'est 2 soldats arabes, en fait, dont un des 2 était musulman, puis l'autre était catholique. Là, mais OK, c'est ça. Cette expression-là, musulman d'apparence. Vous savez, la moitié ne pratique pas. Hein? Le seul parti politique en France ouvertement identifié à la minorité musulmane, ça s'appelle l'Union des démocrates musulmans français. Savez-vous combien ils ont fait aux dernières élections européennes? 0,13 0,13 des votes en France. Alors, tu sais, la France est à feu et à sang, dit Zemmour. Hein, on a vu plein d'images de violence. Ah oui, non. Depuis 20 ans, là, en France, les homicides, les vols, les agressions armées sont en baisse. OK? On parle d'une France en train de disparaître, engloutie par des hordes de migrants venus d'Afrique. Et je précise que le patron de Zemmour, Vincent Bolloré, fait 80% de son chiffre d'affaires où? En Afrique. Ah, ouais. Vous voyez comme c'est bien fait. Il contrôle les ports, les chemins de fer, des plantations d'huile de palme. Alors, Bolloré est un grand catholique. On dit qu'il se confesse 2 fois par semaine. Il y a tellement la foi qu'il a ramené la messe sur CNews. Mais s'il aime tant Zemmour... c'est fou. Je pensais pas... Merci de nous le faire connaître, Mathieu. Non, mais c'est un beau personnage. Totalement. C'est un Breton. En plus, il porte une médaille en permanence et il voue un culte à une sainte qui s'appelle, je pense, c'est Marie-Madeleine de un nom un peu étrange là, que j'ai oublié malheureusement, mais c'est une sainte qui était présente lors de la mort du grand-père de Vincent, et cette sainte aurait le don de se dédoubler. Ah! C'est beau, hein? Oui, comme l'argent, oui, effectivement. Mais écoutez, pourquoi Bolloré donc a tant besoin de ces Zemmour, Bock-Côté, de journalistes si lèche-bottes? Hein? C'est peut-être qu'au fond, tout ce bruit autour de la défense des valeurs, de la menace civilisationnelle, de la disparition éventuelle de la France, permet de ne pas voir ce qui cloche dans le système économique et social, de ne pas remettre en question l'ordre en place, sinon sur le mode du démantèlement et de la libéralisation. S'il y a une crise en ce moment en France, et je pense qu'il y en a une, mais ce n'est pas la crise dont on parle, et les cibles ne sont pas les bonnes. Les étrangers deviennent des boucs émissaires commodes, qui permettent de détourner l'attention du grand capital et de l'Europe pour faire avancer l'intérêt des puissants. Et je parie que si on a un président Zemmour, les puissants vont voir leur fortune croître à des niveaux jamais vus. Mathieu Bellil, merci de nous avoir donné des nouvelles de la France, puis je pense qu'on va suivre ça avec vous. Oui. Si, évidemment, les événements... je voudrais pas qu'on se mette à parler de... Parce qu'avec Trump, c'est ça. À un moment donné, c'est que on finit par normaliser, en parlant beaucoup. Des idées et des comportements vraiment problématiques. Puis sinon, on peut me donner un conseil de lecture pour se soigner de tout ça, ou un conseil de cinéma, mais les livres de François Ruffin, qui est député d'extrême gauche à l'Assemblée, mais qui a fait le film Merci Patron, justement, qui va contre le libéralisme sauvage en France, que je conseille à tout le monde parce que ça fait beaucoup de bien, même si c'est révoltant en même temps. On va lire ça. Merci Mathieu, on va aller vers vous, Milika Abdelmoumen. Bon, là, je suis très content parce que ça fait depuis l'an dernier que je voulais faire ça. Puis même Mathieu Bellil, j'aurais dû le faire avec l'inconvénient. C'est-à-dire, à chaque nouveau numéro, inviter quelqu'un pour venir nous le présenter. Parce que c'est un trimestriel. Oui, comme Lettres québécoises aussi. Lettres québécoises, 4 fois par année. Et c'est pour ça, Milika Abdelmoumen, c'est pour ça que vous êtes là. Parce que vous êtes... Est-ce que vous êtes la nouvelle? Nouvelle, c'est mon premier numéro en tant que rédactrice en chef. Oh, OK. Ouais. Et c'est une thématique... Parce que, bon, parlez-nous un peu de Lettres québécoises. Normalement, quelle est quelle mission s'est donnée cette revue? Lettres québécoises existe quand même depuis 1976. Mais là, ça a été repris et refondu
par Annabelle Moreau, Alexandre Vanasse. À l'époque, il y avait aussi Jérémy Laniel qui était là. Ah oui, qui est rendu à Winnipeg. Il y a 5 ans, oui. Qui a été chroniqueur ici. Exactement. Il est parti vite, mais j'aurais aimé ça. Il n'a pas pu rester parce qu'il était à Radio-Canada. Ils lui interdisent de travailler. Oui, je sais. J'exagère, mais presque pas. Mais donc, à l'époque, ils ont refondu Lettres québécoises, donc avec Annabelle Moreau. Ils ont fait un travail extraordinaire. Puis, en gros, c'est une revue de critique littéraire, en partie, mais il y a aussi un dossier création, il y a un dossier où il y a des chroniques et il y a un dossier qui change chaque numéro, soit sur un auteur, soit pour reconnaître la part d'un auteur aguerri, soit pour faire découvrir un auteur plus jeune, ou sur un thème. Je me rappelle, entre autres, il n'y a pas si longtemps, Kevin Lambert, qui avait fait la couverture avec une photo qui rappelait beaucoup Morrissey. Exactement. Le chanteur des Smiths avec le bouquet de fleurs, comme Morrissey le tenait. Et c'est pour ça que vous êtes là aussi, c'est que là, le présent numéro qui sort... Hier, je pense, on le lance... attendez, il sortait le 8. Voilà. Et l'épisode qu'on écoute présentement va être rendu disponible le 10. Donc, ça fait quelques jours. Ça fait 2 jours. Voilà. Ça passe vite. Hein? Ça passe vite. Puis des fois, non. Et là, le numéro présent de Lettres québécoises, c'est sur l'essai. Oui. Au Québec. Alors, évidemment, c'était tout naturel de vous inviter puisque j'aime beaucoup inviter des essayistes. Bien que cette saison, je vais essayer de me tourner plus vers la fiction aussi. Avec Alain Farah qui est venu et ça a été... Très belle entrevue. Oui, merci Mathieu. On sonne comme l'Empire Bolloré. On se lance des fleurs. On s'auto-congratule. Je trouve que vous avez réussi votre mue de lecteur de romans. Bon, alors, Mélissa, parlez-nous donc de ce numéro-là pour donner le goût aux gens. Moi, c'est toujours ça. Je veux donner le goût aux gens de se plonger dans cette lecture. Ben, c'est parti, en fait. Quand j'ai repris le relais, on discutait avec Annabelle Moreau, puis je disais, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais bien choisir pour mon premier numéro? Et elle m'a dit, il faut que tu prennes un truc qui te ressemble, un truc pour lequel tu as envie de te battre. Et tout de suite, ça a été l'essai. Oui. Et à partir de là, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, elle m'a pas du tout dit « t'es folle, ça va pas la tête ». Elle m'a dit « c'est pas fou, vas-y, lance-toi ». Et donc, l'idée, c'était de partir d'une citation tirée d'un livre de Valérie Lefebvre-Fauché, un livre qui s'appelle « Promenade sur Marx », sur la littérature en tant que travail collectif, l'essai en tant que travail collectif. Qu'on a reçu ici pour Procès-verbal. C'est vrai. C'est son livre juste après, je pense, « Promenade sur Marx ». Et elle a cette phrase, à un moment donné, elle dit « Écrivons-nous pour changer le monde, pour toucher les autres humains » ou pour vénérer des statues. Et moi, j'ai voulu partir de ça et réunir des essayistes pour répondre à « Écrivons-nous pour changer le monde ». Donc, il y en a 13. C'est-à-dire qu'il y en a 11 qui font des micro-essais. Ils avaient une page, il fallait qu'ils se débrouillent avec ça, ce qui est un exercice quand même que je trouvais super intéressant. Et on peut les nommer. Il y a Pascal Navarro, Yvon Rivard, qu'on a reçu ici, Marco Micone, France Théoret, un certain Mathieu Bellil, Rosa Pires, qu'on a reçu à la balado, Dali Giroux, qu'on aurait pu recevoir. Je dis pas qu'on la recevra pas, mais j'ai commencé dans l'œil du maître, puis je l'ai déposé sur ma table de chevet. Fait qu'on verra si jamais... C'est comme un Ricardo. Il est sur le réchaud. Il attend. Oui, dans la mijoteuse. Nicolas Lévesque, on l'a reçu. Frédéric Bernier, que vous avez reçu dans votre festival. Étienne Beaulieu, qui est déjà venu ici aussi. Maïka Sondarji. Ayavi Lake. Ayavi Lake. Donc, elle, Ayavi Lake, c'est en dehors des micro-essais, il y a 2 lettres. Donc, elle a écrit une lettre à Serge Bouchard. Ayavi Lake est romancière et nouvelliste née au Sénégal, immigrée en France, puis au Québec. Et elle, je l'ai connue parce que j'ai été son éditrice à une époque, m'a dit que son plus grand moteur d'intégration dans la vie québécoise était la voix de Serge Bouchard et ses livres. Donc, elle a écrit une lettre à Serge Bouchard et ensuite Jean-Philippe Plot qui a écrit une lettre d'amour aux auteurs et aux éditeurs d'essais en général. Mon ancien collègue au Sportographe. Et on a aussi Marc Fortier, qui est un éditeur et auteur d'essais, qui est devenu chroniqueur régulier à Lettres québécoises, plus 2 ou 3 nouveaux qui est éditeur aussi chez Lux. Oui, exactement. Donc, lui, il y a une nouvelle chronique qui s'appelle Pense bête, qui commence. Puis c'est ça. Sinon, on a des nouvelles chroniques comme Le Labo, qui est un lieu d'expérimentation où ils peuvent jouer avec les formes. Ils ne sont pas obligés de suivre les limites entre les genres littéraires. Ils peuvent même inventer des trucs. Donc là, il est inauguré et on est super content par René-Daniel Dubois, qui a écrit une espèce de mini-pièce de théâtre très René-Daniel Duboisienne où il s'engueule avec lui-même. C'est très drôle. C'est très drôle. René-Daniel Dubois que j'ai essayé de convaincre de venir chroniquer. Je lui avais offert une carte blanche. Il m'a dit, je vais y réfléchir. Ben, je vais lui parler, je le vois ce soir. Il fait une performance à notre lancement le 8 décembre. Donc... René-Daniel Dubois et performance, c'est un pléonasme. Je pense qu'on n'a pas besoin de... on n'a pas besoin de spécifier. Il y a un aspect... Donc, il y a un aspect création.
également. Absolument. Il y a un dossier création où il y a des gens comme Louise Desjardins, René-Daniel Dubois, Natacha Canapé-Fontaine qui écrit un poème. Il y a la partie où il y a des chroniques, donc on a Yvon Paré qui est là depuis longtemps, Marc Fortier qui s'est ajouté, Laura Doyle-Péan qui s'est ajouté aussi. Donc on essaie d'avoir diverses générations, Pourquoi, vous allez dire, c'est une question qui est peut-être un peu futile, mais il y a le numéro un look vintage, les photos très années 70. Très belle. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais ce rêve qui n'était pas censé pouvoir se réaliser, mais qui a été réalisé grâce à un photographe qui s'appelle Benoît Erwan Bouchereau. Ils m'ont demandé, tu veux quoi sur ton premier cover avec tes essayistes? Et j'ai dit... La photo de Natacha. Ça, c'est Alain Lefort, par contre. Ça, c'est pas le même photographe. Mais Alain Lefort fait une photo de poète à chaque numéro. Très, très belle. Il fait une photo de poète à chaque numéro. Mais là, la couverture et puis les cahiers photos à l'intérieur de Benoît Erwan Bouchereau, je lui ai dit, écoute, moi, je voudrais faire un album de Tom Waits, une couverture d'album de Tom Waits, comme Nighthawks at the Diner, où tu réunirais des essayistes dans un diner puis qu'ils refassent le monde. Je veux ça. Et donc, on a réuni les essayistes et ils ont discuté au Lester's Daily pendant plusieurs heures et il y a toute une série de photos qui ont été en faites. C'est bien le fun. Voilà. Donc, c'était ça l'idée. Il y a un aspect critique. Il y a une section critique comme à l'inconvénient, Mathieu Bellil. Oui, d'ailleurs, puis je souligne qu'à l'inconvénient, nous, on a le père de Laura Doyle. Mais je sais, qui fait des chroniques de jazz depuis des années. C'est un petit monde. C'était frère. Oui, c'est ça. C'est serré. Et parfois non. Et justement, présentement, Mélika Abdelmoumen, il y a une petite polémique qui entoure Lettres québécoises. On ne rentrera pas dans les détails. Non. Les gens pourront, s'ils veulent, s'y informer parce que ça arrive. Mais moi, je trouve que ça démontre... On peut peut-être tirer les grandes lignes, mais ça démontre peut-être que la critique au Québec, il y a encore du chemin à faire. Je le résume comme ça. Est-ce que c'est un bon résumé? Oui. Pour moi, mais là, on va dire que je parle pour mon école et mon point de vue. Il y a plusieurs points de vue sur la critique. Puis je pense que là, j'avoue que dans ma naïveté extrême, je ne m'imaginais pas que dès le début, j'allais devoir me poser cette question-là avec mes collègues. Qu'est-ce que la critique pour nous? Et moi, personnellement, je ne sais pas si c'est mes 12 années en France qui ont eu une influence néfaste sur moi. Zemmour n'était pas encore là, je vous rassure tout de suite. Il était là, mais il ne me dérangeait pas spécialement. J'avais d'autres soucis. Mais j'ai vraiment appris là-bas à être très à l'aise avec le débat parfois extrêmement animé, avec les avis qui divergent et qui... C'est-à-dire l'idée de « t'es pas d'accord avec moi, donc tu me fais de la peine » ou « t'as pas aimé ce que j'ai écrit, donc tu me fais de la peine » est devenue extrêmement étrangère pour moi. Et pour moi, la critique, quand on dit qu'on n'a pas aimé un livre et quand on dit pourquoi, d'une part, on peut se tromper parce qu'un critique, c'est une lecture parmi d'autres lectures, certes plus habilitée que n'importe qui ou que n'importe quel autre métier parce que c'est leur métier, c'est leur passion. Mais il y a deux choses. D'une part, ça ne veut pas dire que je t'aime pas toi personnellement puis je devrais pas t'aimer ou pas t'aimer, on parle de ton livre. D'autre part, comment dire? D'autre part, le fait que on ne puisse pas parler des livres qu'on n'a pas aimés me pose problème, parce que les dialogues autour du livre, même s'ils peuvent être virulents, font avancer la littérature en général. Ça, c'est mon point de vue, et je passe un peu parfois pour une méchante. Je veux pas que ça élude le numéro complet. Bon, c'est un texte qui a été publié sur un livre, et il y a eu un ressac violent. Mais c'est drôle parce que vous dites, on parle pas assez des livres qu'on n'aime pas. Moi, je travaille dans les grands médias aussi et je vois comment c'est difficile parfois de dire qu'on n'aime pas quelque chose. Oui, mais il me semble, Fred, que vous aviez cette discussion-là avec Hélène Faradji il n'y a pas si longtemps à propos du cinéma. D'abord, critiquer une œuvre, c'est pas dire qu'on n'aime pas la personne, d'une part. Deuxièmement, critiquer une œuvre et parfois sévèrement, c'est rendre service de façon générale à un art et à une pratique. C'est-à-dire, ça dit aussi aux gens, ça pousse les gens à être encore meilleurs. Il me semble que dans les dernières années, je me souviens d'une intervention de Robert Lepage qui parlait de Robert Lévesque, le critique de théâtre, qui aujourd'hui écrit toujours, mais ne fait plus de critique de théâtre. Puis Robert Lévesque pouvait être dur, pouvait être parfois même bête et méchant. Et en même temps, Lepage avait fini par avouer que il avait besoin, en un certain sens, de gens comme ça qui étaient sévères pour le pousser à être meilleur,
pour aussi, parce que c'était des gens qui connaissent leur domaine, leur métier. Vous savez parfois au Québec, puis c'est peut-être pas juste vrai au Québec, mais parfois la critique, on donne ça au premier venu ou dernier arrivé dans un média, comme si c'était pas important. Hein? N'importe qui peut parler d'un livre. Je sais pas si vous avez déjà vu. Vas-y. Ouais, Jonathan Lévernois, c'est longtemps qu'on vous a pas entendu. Ouais, désolé. Non, c'est correct. Arrêtez, c'est pas une critique. Aimez-moi. Le documentaire État critique de Marcel Jean, je sais pas si vous avez vu ça, c'est en 92, c'est très intéressant si vous voulez vous plonger là-dedans, parce que on voit justement Robert Lévesque, Claude Gingras, on s'entend que ces gens-là sont assez costauds en fait, critiques. Gingras était dur aussi. Et c'est très intéressant. Toutes les questions qu'on aborde aujourd'hui sont abordées déjà en 92 dans ce documentaire. Ça vaut la peine de revoir, en tout cas. Mais moi, c'est drôle parce qu'on parle de ça et j'ai un exemple qui est assez frappant. La semaine dernière, je suis allé voir le spectacle de Marc Messier. Oui. Le spectacle solo de Marc Messier au Théâtre Outremont. Et là, j'étais pas sûr de vouloir en parler. C'était-tu un spectacle d'humour? C'était quoi? C'était pas clair. Genre de monologue. C'est sur sa vie. Ça se veut humoristique. Si je me fie à la salle ce soir-là, ça ne l'était pas beaucoup. Mais il y a un aspect théâtral. C'est Mani Soleil-Manlou qui a fait la mise en scène. C'est un concept qui avait été développé dans une des pièces de Mani. Je pense que c'est le numéro 9, où Marc Messier parlait de son ego, tout ça. Bon. Et ils en ont fait un spectacle complet. C'est les grands moments de la vie de Marc Messier. Et je sens dans la salle un malaise. On rit poliment. La dramaturgie est un petit peu bâclée, selon les commentaires que je recueille à l'entraque. Il y a des gens qui quittent. Et je veux rien enlever à Marc Messier, que j'ai croisé souvent sur des plateaux télé et radio, que j'aime beaucoup comme comédien. Je pense pas que c'est tant lui le problème que les... Bon. Et peut-être que le spectacle va bouger, peut-être que... Bon, mais je lis les critiques le lendemain dans les journaux. J'entends Franco Nuovo en parler à la radio. Et je comprends pas ce qui se passe parce que les critiques sont excellentes. On nous dit que les gens riaient, ont adoré, alors qu'on... J'en ai vu des shows, là. Ben oui, c'est ça. Puis là, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Non, c'est ça. Alors là, je me disais, voyez, bon exemple. Une certaine complaisance. Et là, il y a des billets à vendre, évidemment. C'est une première. Le spectacle va se promener en région. Est-ce qu'il y a cet enjeu-là? Il y a un excellent livre de Catherine Voyer-Léger que je suis en train de lire qui s'appelle Métier critique. C'est vrai, que je conseille paru il y a quelques années. Mais il y a une réédition, et je pense qu'elle date quand même de 2019, si je ne me trompe pas la réédition. Mais c'est très éclairant. Ça aborde toutes ces questions-là. Je voulais en aborder une autre. Parce que je suis rédactrice en chef de Lettres québécoises, mais j'ai aussi publié 9 livres, le 10e s'en vient. J'ai eu des critiques vraiment dures. Il y en a, là, des fois, je me réveillais la nuit pour détester la personne qui avait rédigé la critique. Ça fait mal. À ce jour, je suis pas totalement sûre que je suis même prête à leur donner une once de raison tellement ça m'a fait mal, tellement je me suis sentie humiliée. Donc ça, c'est un sentiment normal. Mais je me souviens à l'époque de mon éditrice qui m'avait dit, écoute, ça va être dur à avaler, ça va prendre du temps, mais t'es publié et t'es critiqué. C'est un privilège. Et si tu veux pas être critiqué, publie pas. Donc, je suis désolée, ça paraît dur, mais il reste quand même que toutes les personnes qui sont critiquées dans Lettres québécoises ou ailleurs sont un peu des coqs en pâte du milieu littéraire. Moi, je connais des gens qui écrivent depuis des années, dont on ne parle jamais, dont on n'analyse jamais les œuvres et qui en rêvent même qu'on dise du mal d'eux. Donc, déjà, on ne dit pas du mal de vous quand on vous critique, si c'est une bonne critique, on est d'accord. Celle qui a fait polémique dans Lettres québécoises, on peut débattre de la qualité de la critique, du style de l'auteur, de son avis, bien sûr, mais de calomnier l'auteur d'une critique parce qu'il n'a pas aimé un livre, je ne sais pas où on va aller avec ça. Nous, chez Lettres québécoises, moi, je suis un peu déstabilisée par le fait que tout en commençant, je dois déjà me poser la question de est-ce que j'ai bien le droit de penser que la critique peut ne pas toujours être un chapelet de compliments. Ça me pose problème. Ben oui, totalement. Même si moi-même, j'en ai reçu plein des claques. Là. Je voulais juste le dire, c'est important quand même. Je révélerai pas de nom, mais je veux dire, nous, à la Revue L'Inconvénient, on a reçu pas des menaces, mais des critiques, des réactions violentes. On a même eu, à un moment donné, un éditeur qui nous a écrit pour nous dire « On veut plus que vous parliez de nos livres. » Ça nous est arrivé aussi. Franchement, à un moment donné... Attendez. Donc, l'éditeur vous écrit pour vous dire parlez plus de nos livres on aimerait ça qu'on les recevra plus. On aimerait ça que, que votre critique ne parle plus de nos livres parce que on n'aime pas ça. Okay? Parce que t'es pas fine, la critique. Non. Ils n'ont pas aimé la critique. Mais non. Mais ils ont eu ça, un autre problème que Milka a un peu abordé, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui se passe, et je pense que c'est un effet vraiment clair des médias sociaux, puis c'est pas original ce que je veux dire, mais c'est vrai, c'est que
le ressenti, on peut désormais le publiciser. C'est-à-dire, il fut une époque où si vous étiez choqué contre une critique, tout ce que vous pouviez faire, peut-être, c'était envoyer une lettre au Devoir, puis probablement que le Devoir la publiait pas. Moi, j'ai répondu une fois, on a publié ma réponse, puis on a publié la réponse du critique. C'est ça. C'est très drôle parce que ce monsieur-là, je l'ai croisé des années après, puis il était tellement gentil avec moi, puis il me demandait de mes nouvelles. Donc, il avait manifestement jamais rien eu contre moi. Il avait juste trouvé mon livre mauvais. Bon. Est-ce que vous aviez senti que c'était pas contre vous, donc la critique à ce moment-là? Non, c'est-à-dire que sur le coup, j'étais heurtée, j'étais blessée, c'était la fin du monde, c'était un de mes premiers livres, puis ça, je peux le comprendre, ce sentiment-là. Mais c'est avec le recul, avec l'expérience et en recroisant les 3 personnes qui ont fait les critiques qui m'ont fait le plus mal. Il y en a une des 3 avec qui je vais travailler bientôt, puis un autre avec qui j'ai travaillé en France, qui a fait de la photo pour un projet à moi, puis un autre que j'ai recroisé dans un événement de bienfaisance, je sais pas comment appeler ça, un événement d'engagement social, qui était un gars super, puis on s'est super bien entendu. Là, j'ai fait, oh mon Dieu, si j'avais su ça à l'époque, s'il y avait eu quelqu'un pour me raisonner un peu, c'est pas toi. Oui, ça te fait mal, c'est normal, mais c'est pas toi. Ben, peut-être qu'un futur numéro, où il a peut-être été déjà fait de Lettres québécoises, sur la critique. Ben, il y a eu un dossier déjà sous le règne d'Annabelle Moreau, c'est pas le bon mot, mais sous la direction d'Annabelle. Moi, oui, je pense effectivement en faire un. Là, on a plusieurs numéros de prévus, mais on va certainement en faire un peu plus tard. Puis certainement que pour mon prochain édito, on va parler de ces questions-là, puis qu'il y aura sans doute encore des vagues, puis je vais sans doute encore être dans la tempête. Mais bon. Et là, vous allez publier votre prochain essai? Oui, ça s'appelle Baldwin, Styron et moi, donc sur l'amitié entre William Styron et James Baldwin, petit-fils d'esclaves et petit-fils d'esclavagistes qui étaient de grands amis. Et le noir, James Baldwin a convaincu son ami blanc du Sud d'écrire l'histoire de l'esclave Nat Turner qui avait mené une révolte, de l'écrire au jeu, de se mettre dans la peau de Nat Turner. OK, vous jouez... Et ça a eu des conséquences. Vous allez là. Je vais là et je fais des liens avec ce qui se passe aujourd'hui et avec ma place, moi, de femme dite racisée et dans quoi ça me place comme position, parce qu'en fait, je viens du Saguenay, mais c'est une autre histoire. Donc, c'est ça. C'est autour de ces questions-là. Donc, je vais sans doute encore avoir d'autres vagues. Je pense que je vais m'acheter une boussole. Mais vous allez clairement revenir. Et un bouclier. Ah ben, ça sera avec plaisir. Elle vient de se prendre un abonnement. Oui. C'est ça. Mais quand vous voulez. Et vous allez voir ici, contrairement à bien des endroits, je lis les livres. Merci. Gens que j'invite. Super. Merci, Mélika Abdel-Boumen. Et on trouve Lettres québécoises il se trouve chez les bons libraires. Chez les bons libraires. Même chez Renaud-Bré? Je pense que oui. J'avoue que j'y vais pas souvent. Oui. Vous me prenez en flagrant délit de non-fréquentation de Renaud-Bré. Je suis désolée. Merci. On salue les gens de Renaud-Bré. Alors, voici le moment d'une entrevue qui, je crois, sera je dirais pas ma plus difficile, mais ça a été un des sujets qui a eu... Ça part bien. Ça part. Ouais. Et là, tranquillement, les gens... Quitte. Non. Mais ça n'a pas été... C'est un livre... Jonathan Livernois, je vais vous présenter une deuxième fois. Je l'ai fait en introduction de la balado. Vous êtes professeur agrégé au département de littérature, l'Université Laval, spécialiste de l'histoire littéraire et intellectuelle du 19e et 20e siècle. Vous vous intéressez au processus d'autonomisation de la littérature. Ça veut dire quoi, ça, l'autonomisation de la littérature? Ben, ça part un peu avec les théories de Pierre Bourdieu, sociologue français. Toute la question de savoir à quel moment... Oui. Non, enfin, nous y arrivons à Pierre Bourdieu. Ça fait plusieurs épisodes que je veux qu'on m'explique ce que j'ai manqué écoutez, en n'étudiant pas Pierre Bourdieu. C'est pas très compliqué dans le fond. C'est-à-dire que le milieu, la littérature, comment ça s'autonomise? C'est-à-dire à quel moment on se sépare du champ économique, du champ politique? À partir de quel moment la littérature a ses propres règles? Donc, en France, on considère que c'est vers 1850 à peu près. Donc, avec des figures comme Flaubert, Baudelaire. Au Québec, la question est beaucoup plus compliquée par les rapports avec l'Église, par les rapports... Ce qui m'intéresse le plus, évidemment, ici, c'est la politique. Donc, c'est une situation différente, mais j'essaie de comprendre comment ça fonctionne au Québec, comment ça a fonctionné. Bon. Et là, ce qui est intéressant, et c'est ça qui m'a titillé, c'est le rapport avec la politique, avec les politiciens. Et dans le fond, est-ce qu'on peut considérer que ce sont les politiciens qui, à la fin du 18e siècle, ont fait naître la littérature québécoise? Moi, je considère qu'il y a une part importante de la littérature québécoise qui est née à la fin du 18e, mais surtout au 19e, dans les textes marginaux.
on parle des fois du Testament de Chevalier de Lorimier, mais c'est pas un texte qui se veut littéraire au premier abord, et pourtant, on a là-dedans des traces d'un certain romantisme. Alors, il y a plein de textes comme ça. On a tellement voulu, dans la littérature québécoise, avoir des classiques. Donc, on est allé chercher les romans qui sont pas toujours les plus intéressants du 19e, alors qu'il y a des textes souvent cotés dans des genres marginaux qui sont très intéressants et qui ont fondé, me semble-t-il, la littérature québécoise, beaucoup plus en tout cas que certains autres. Et la politique québécoise, on l'a oublié, mais à une certaine époque, c'est beaucoup là que ça se passe. Pour la littérature. Bon, là, vous êtes échappé avec Bourdieu, là, parce qu'on n'a pas expliqué... Il ne faut pas y donner trop d'importance. Non, mais vous en parlez quand même en introduction. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, vous m'avez fait une confidence. J'étais certain que ce livre, Entre deux feux, était votre thèse de doctorat. Mais non, ça fait longtemps. Même pas. Je suis vieux, j'ai fait ma thèse, ça fait longtemps. Là, non, mais le déclic est venu d'où, de cet intérêt, en fait? Écoutez, c'est deux choses. Vous savez, moi, j'ai une drôle de formation, c'est-à-dire que je suis à la fois historien et littéraire. En fait, je suis plus un historien qu'un littéraire. Des fois, je suis plus un littéraire qu'un historien. C'est un peu un peu schizophrénique, mais en même temps, j'en ai tiré certains... comment dire? Fierté? Oui. Allez-y. Un point de vue différent. Oui, certains profits. En fait, ces deux champs-là se nourrissent. C'est ça. Puis, ce que j'ai constaté, c'est que la politique et la littérature, dans tout ce qu'on peut voir dans la critique depuis même le 19e siècle, c'est deux choses qu'on a voulu séparer. Comme si la politique, c'était tellement mauvais, sale, la littérature tellement pure. Il y a deux choses, là, puis au fond, on n'a jamais compris, étrangement, que ceux qui faisaient de la politique au 19e siècle, c'était aussi ceux, très largement, qui faisaient de la littérature. Tout à fait. Alors, et pourtant, c'est deux vases. Pas deux vases, pardon, deux silos. Et ça m'a étonné. C'est pour ça que j'ai voulu Et en fait, c'est à deux niveaux, parce que vous le dites dans le livre, c'est que souvent, l'absence de littérature pouvait devenir objet de raillerie entre politiciens. Fait qu'il fallait avoir des lettres. Tout à fait. Et si vous en aviez pas, vous en souffriez. Oui, exactement. Au 19e siècle, c'est une situation très étrange qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre maintenant, mais la plupart des députés sont soit des marchands, des petits... Il n'y a pas de femmes, évidemment. Ce sont souvent des avocats qui sont passés par les collèges classiques. Ils ont une formation commune. Et vous savez, à l'époque, les Canadiens français, on le sait, sont pas mal à l'écart du pouvoir politique. Économique. Économique. Donc, une façon de se distinguer, c'est beaucoup par les lettres, la culture. Donc, le pouvoir qu'ils se donnent, c'est beaucoup... je suis capable de citer Cicéron. Je suis capable de citer, Horace, les grands classiques français. Et là, à ce moment-là, ça montre une espèce de capital culturel qui est, à l'époque, je pense, monnayable, transférable en capital politique. Et ça c'est une idée de Bourdieu, ça. Non, c'est-à-dire que le capital. Le capital, oui. Mais le transfert, disons, dont je parle, c'est de moi. OK. Je vais vous talonner avec Bourdieu. Non, on va arrêter à un moment donné. Là. Il est mort en plus. Oui, il est mort. Non, mais il est souvent cité. Et j'avoue, quand on ne l'a pas étudié, on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Mais pourtant, c'est pas... oui, peut-être dans ce sens-là. Mais je ne suis pas un bourdieusien, pourtant, fanatique. C'est juste que pour certaines idées, notamment l'autonomisation, notamment pour les valeurs, le capital, il est très intéressant. Mais ça a donné qu'il m'était utile. Oui. Vous rappelez quelque chose de vraiment... qu'on oublie un peu. Le parlementarisme québécois est un des plus anciens en Occident. Tout à fait. Et a été un vecteur de littérature. Oui, par la bibliothèque, d'ailleurs. Oui. C'est très, très tôt, la bibliothèque. En fait, les deux bibliothèques parlementaires sont créées assez tôt. Oui, c'est ça. Il y a le Vermont, il y a la bibliothèque du Congrès en 1800, et ici, c'est en 1802, c'est un moment exact. Avant Londres. Avant Londres, oui, tout à fait. Évidemment, au départ, ce sont surtout des textes politiques, de théoriciens politiques. Oublions pas à l'époque que le parlementarisme, c'est un nouveau... évidemment, c'est un nouveau régime dans la province de Québec. À l'époque, on parle du Bas-Canada. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Et il y a un désir aussi que la population comprenne. Et ça m'a étonné. Il y a beaucoup de textes qui ont paru comme ça. Il y a des dialogues, un peu à la manière des dialogues des Lumières, qui sont publiés pour essayer de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne une élection, qui s'oppose entre le marchand et l'avocat. Il y a donc toute une matière qui n'a jamais été étudiée. Là, je dis pas qu'il y a des révélations, il y a des choses littéraires extraordinaires, mais ce que je dis simplement, c'est que c'est utilisé dès le départ, la littérature. Et là, je vais dire une énormité, mais ce ne sera pas la première. Mais ce que j'ai aimé dans votre livre, Jonathan Livernois, c'est que vous donnez vie à des noms de rue. Beaucoup. Mais c'est une de mes passions. Non, mais Joseph-François Perrault, qui est une école à Québec. Mon fils la fréquente. Peu de gens... Ma fille la fréquente. En plus, peu de gens
savent qui est vraiment Joseph-François Perrault. Et on parle de ça, on parle de ce désir que la population comprennent les nouveaux enjeux politiques de nouveau régime. Et Joseph-François Perrault va participer à cet élan-là. Parmi d'autres. Mais vous avez raison, on peut mentionner également Chauveau. On en parlait avant l'émission. Il semblerait que Mathieu ait un contentieux. Il y aurait peut-être une petite polémique entre Mathieu avec Chauveau. Bellil et... même pas, c'était comme une boutade. Oui, je sais. J'avais compris. Mais oui, donc, Chauveau, c'est un bel exemple aussi. C'est un écrivain. C'est toujours un peu le même... Parlez-nous de Chauveau. OK, parfait. Chauveau, c'est au fond, d'abord, un type qui fréquente le collège, le séminaire à Québec, qui devient avocat. Et assez souvent, on devient homme politique. Pourquoi? Au collège, on s'est amusé à faire des débats et on apprend aux gens... Avec la rhétorique. La rhétorique. Donc, à la fois pour les avocats, pour les prêtres, c'est très important. Alors, pour eux, c'est presque... Ça va de soi qu'on va faire de la littérature. Et même quand on ne fait pas de littérature, à l'époque, on se dit littéraire. La production d'une œuvre originale n'est même pas nécessaire. Dans le cas de Chauveau, par contre, oui, il y a une production. Puis, il est député à partir de 1844. Mais oublions pas une chose, à l'époque, les députés ne sont pas très occupés. Quand on lit le journal de Chauveau, ils s'emmerdent prodigieusement à Montréal, ils se promènent. Ça dure 3 mois ou à peu près. Et bon, l'État n'est pas ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire que le filet social n'existe pas à l'époque, donc on ne gère pas grand-chose. Mais non, bien franchement. Non, mais c'est vrai. Et là, c'est pour ça qu'ils ont du temps aussi pour faire la littérature. Parce que, bon, on le reproche au premier ministre de lire, on comprend, c'est un grand problème maintenant, mais de lire. Mais à l'époque, tout ça va ensemble. Alors, c'est ce que... Puis Chauveau, donc, en même temps, c'est intéressant, vous disiez tantôt, il faut avoir des lettres, effectivement. Mais par moment... Et là, on le voit de plus en plus au fil du 19e siècle. Si tu as des lettres, tu deviens... T'es peut-être un peu déconnecté des vraies affaires. Particulièrement quand la révolution industrielle arrive. C'est ça, et exactement. Là, la société québécoise... Vous dites canadienne française, mais je vais mélanger les deux québécoises, parce qu'on n'appelle pas ça... On se nomme pas québécois, mais ça reste que c'est circonscrit au Québec. La société change et il y a un décalage. Et votre livre est fascinant pour ça, parce qu'on montre comment... Vous montrez comment la littérature a servi à créer des fictions politiques qui parfois étaient totalement déconnectées de la réalité. La colonisation est un bon exemple. C'est la colonisation qui est, je pense, la fiction. C'est la fiction politique la plus intéressante du 19e siècle parce qu'on voit que il y a toute une... Vous avez les hommes politiques à l'époque sont tous d'accord, il faut coloniser, il faut s'emparer du sol. Et il y a des échecs, évidemment, on le sait, c'est un échec sur toute la ligne, à peu près. Alors, les gens quittent en masse vers les États-Unis, vers la Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a des fictions qui vont pallier les lacunes des politiques. Donc... comment ça s'articule? Exactement. Chauveau, par exemple. Chauveau, dès 1847-48, s'intéresse aux questions de colonisation à l'exode. Alors, il rédige un rapport avec d'autres députés en disant « Voici ce qu'il faudrait faire. » Bon, ça ne marchera pas vraiment. Mais dans sa fiction Charles Guérin, il reprend exactement les mêmes mots. Donc, c'est un roman. Qui est un roman. Charles Guérin. Qui est un roman d'abord en feuilleton, mais qui est ensuite publié en volume. Il reprend exactement les mêmes mots que dans son rapport. Et là, ça fonctionne. Et là, à la fin, c'est extraordinaire. Là, le petit monde qui se crée est autonome. On a même le temps d'aller se battre pendant les rébellions puis de revenir. Et même Chauveau, l'écrivain, va se distancier du politicien. Ben oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Et oui, parce que dans le roman... Il va mépriser la politique parce que la conclusion du roman, c'est de dire on veut envoyer le fameux Charles Guérin au Parlement, puis on dit on lui souhaite qu'une telle chose n'arrive pas, ce serait la pire des catastrophes. Alors l'homme politique plante la politique, considère comme une prostitution aussi, un peu plus loin, un peu avant, c'est-à-dire dans le roman. C'est ça les interactions entre les deux. C'est ça qui est intéressant. Chauveau a un peu créé une sorte de genre ou de sous-genre. Par exemple, Jean Rivard, le défricheur, c'est le même modèle. Oui, mais c'est la même... Damas Potvin, Restons chez nous, qui est un magnifique roman. Tardivelle a écrit là-dessus. Pour la patrie, parlons de Jean Rivard aussi, parce que c'est Antoine Gérin-Lajoie? Tout à fait, aussi député. Oui. Même principe. Et ce roman-là aussi... C'est la même chose. C'est-à-dire? C'est le même modèle. C'est-à-dire qu'à la fin, vous savez, il y a eu un incendie du Parlement en 1849 à Montréal. Le Parlement était à Montréal à ce moment-là. Et il y a une scène, dans le feuilleton, le personnage donc, de Jean Rivard, qui est un défricheur, devient très prospère. Et... comme dans Charles Guérin, dans ce cas-ci, malheureusement, il traverse le Rubicon, il devient député. Et là, il y avait toute une scène dans le feuilleton où on voyait l'incendie du Parlement, on dénonçait un peu, blabla. Quand ils ont fait le volume, ils ont tout coupé ça. Parce que c'était pas intéressant. En gros, ils se sont dit, je pense que c'était écrit à 2-3 phrases du genre, vous savez, il est allé en politique, il n'a pas aimé ça, il est revenu dans son bon vieux patelin.
Ils ont dépolitisé. Carrément, oui, carrément. Parce que c'était pas intéressant. La politique était sale à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, évidemment. Oui, tout à fait. Et on le voit, ça, je tire un peu le fil de cette tradition aussi qui considère que la politique au Québec, c'est ça. Oui. C'est quelque chose qu'on ne fait que par dépit. C'est pas quelque chose de positif. Alors que... Et la littérature aussi? Oui, dans une certaine mesure. Non, mais parce que ça apparaît dans plusieurs fois. C'est pas ça que vous dites dans votre livre, mais on sent quand même ce discours-là que si la littérature n'est pas utile... elle est un peu inutile, elle est factice. Alors, on ne devrait pas s'occuper de littérature si elle ne sert pas à quelque chose. Exactement. Ça, c'est une vieille tradition qui remonte à Étienne Parent, notamment. Oui. Étienne Parent, qui est un journaliste, qui dit en 1846, en résumé, on a un pays à construire, c'est pas le temps d'écrire des romans. Non, voilà. C'est pas le temps. Il faut faire nos choses. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on va retrouver à peu près la même critique, 160 ans plus tard, même 170 ans plus tard, avec François Legault. Oui. On lui dit, t'as pas une pandémie à gérer. Qu'est-ce que tu fais à lire des romans? Oui. C'est la même chose. L'inutilité de la littérature. Et ça va courir tout au long du 19e et du 20e siècle au Québec. Ou, en fait, c'est quand on peut se permettre d'écrire, c'est parce qu'on est arrivé... Il y a un essor économique. Ça aussi, ça apparaît, entre autres, avec Athanas David, je crois. Ça, c'est fascinant parce que, un moment donné, ce qui se produit, c'est je parlais d'autonomisation tantôt, c'est ça. C'est qu'à partir d'Athanas David, pourtant, qui est un super lettré, qui est un homme qui va créer le prix David, le Musée national des beaux-arts, à l'époque, il est de province. Qui va raffermir les liens avec la France et le Québec, notamment, à une époque où c'était très... assez faible. C'était par Maria Chapdelaine, le roman, d'ailleurs. Oui. Alors, il y a tout ça qui se met en place, et pourtant, il ne se réclame jamais. Il ne se dit jamais écrivain. Oui. Alors que ses prédécesseurs, qui n'avaient à peu près rien fait, se disaient littéraires. C'est qu'il est passé au stade de politicien. Il est passé au stade de l'espèce de l'autonomisation dont je parlais. Alors là, maintenant, les deux champs sont dissociés. Et ça arrive à un moment intéressant. C'est largement... C'est un peu marxiste. Là, on parle de quelle époque? 1930. Okay. C'est presque marxiste comme analyse parce qu'à un moment donné, on comprend que la crise économique change complètement la donne. Alors là, quand les gens... Quand il y a 25 % de chômage à Montréal, quand les gens crèvent de faim littéralement, ben là, on n'en a absolument rien à cirer qu'un député soit capable de citer Horace en chambre. Et ça, les députés, les meilleurs, le comprennent. Alors, Duplessis, bel exemple. Voilà, c'est ça. Duplessis arrive. Oui, mais attention, au départ, on le surnomme le prince de l'amabilité. Oui. Courtois, sympathique en chambre, et quelques années plus tard, devient une espèce de chat de gouttière parlementaire. Allez pas trop vite. Là, vous me devancez, on va en parler tantôt, parce que moi, je voulais revenir à Lord Durham. Ah bon, OK. Je voulais revenir à Lord Durham. Parce que vous dites, on est en 1839. Oui. Il y a eu l'époque où les politiciens veulent, par leurs écrits, éduquer les gens à un nouveau régime. Oui, tout à fait. Arrive la rébellion des Patriotes, qui tourne mal. Et là, Lord Durham le dit dans son rapport, il n'y a pas vraiment de littérature. Et vous dites qu'il n'y avait peut-être pas tort. Il n'y a pas de littérature établie, effectivement. Jacques Ferron le dit bien avant moi, ça. Oui. Mais c'est vrai, il n'y avait pas ça. Mais vous rappelez quand même qu'on peut lire Le Père Goriot un an après sa publication en France, en feuilleton ici. Il y a des journaux, l'essor des journaux, ça va arriver vers 1860, mais il y a quand même... il y a des journaux ici. Il y en a déjà, il y a énormément de journaux. Il n'y a pas... Il y a tort, il n'y a pas tort. C'est ça, exactement. Mais littérature instituée, on va le dire comme ça, elle n'existe pas à ce moment-là. Par contre, je donne un exemple dans le livre, c'est la question de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'historien. On a dit un peu que Garneau avait répondu à ça en faisant son histoire du Canada. Mais Garneau a commencé par publier des poèmes politiques avant d'être historien. Tout à fait, absolument. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'on a demandé à Durham d'amener des caisses de documents depuis la France quand il est venu. Depuis l'Angleterre, il est passé par la France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené des caisses de documents à la Société historique de Québec parce qu'on manque de documents. Alors lui, quand il dit on n'a pas d'histoire, il le sait un peu parce que lui-même a contribué à amener des caisses de documents. Fait qu'il n'était pas si pire. C'était un anglais... C'était pas un anglais... c'est dur, il ne faut pas parler en bien de Durham, mais c'était pas le pire des Anglais. Non, il a été très mal entouré par une caste, finalement. La grosse erreur qu'il a faite, c'est de dire que c'est un conflit entre deux races. Ce qui a tué complètement l'alliance qu'il pouvait avoir entre des anglophones et des francophones pendant les rébellions. Et à partir de là, on en a fait l'exemple même de toute l'histoire politique et nationale du Québec. On va quand même parler un peu de méchants anglais, parce que tantôt, vous l'avez mentionné rapidement, l'incendie de 1849, qui est un traumatisme. Tout à fait.
faut quand même le dire. Là. Peut-être nous remettre ça en contexte, cet événement-là. On est en 1849. Le Parlement du Canada uni à ce moment-là. On appelle ça la province du Canada. Oui. C'est le terme exact. Donc, on a ce Parlement. Le Parlement est à Montréal. C'est à Montréal. Oui. Donc, tout le monde siège ici. C'est au marché Sainte-Anne, dans l'actuel Vieux-Montréal. Oui. Et ce qui se produit, c'est qu'il y a des lois qui sont votées. Et notamment, les Kearns Laws, c'est des choses qui font en sorte que les marchands anglophones de Montréal perdent vraiment plein de choses. Hein. Ils sentent le tapis. Ils perdent leurs privilèges. Ils perdent leurs privilèges de plus en plus. Puis ce qui tue ces gens-là, c'est la fameuse indemnisation des victimes des rébellions en 37-38. Ça passe pas. Et là, donc, la population anglophone est chauffée à bloc. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, on va attaquer le Parlement, on va l'investir et l'incendier. Mais il n'y a pas juste le Parlement, il y a aussi la bibliothèque. Oui. Donc, on parle de 22 000 livres. Oui. 200 seulement seront sauvés de l'incendie. Total. C'est quand même fou, hein? Il parlait même de... En tout cas, je ne sais pas si c'est vous qui le dites ou vous relatez ce qui se dit à l'époque, mais on parle d'un attentat politique. C'est ça. On le dit, carrément dans les journaux. Hein. Garneau va parler des vandales d'Alexandrie. C'est exactement ça. C'est l'impression que des gens se sont ligués pour détruire une culture, parce qu'il n'y a pas de bibliothèque municipale, publique au Québec, ça n'existe pas. Chez les anglophones, ça va arriver un peu plus tard, mais chez les francophones, c'est au début du 20e, au mieux, à Montréal. Il ne faut pas l'oublier. Non, il ne faut pas l'oublier. Puis c'est malheureusement, cet incendie-là, c'est un type qui s'appelle Faribault qu'on va envoyer en France pour reconstruire, pour recréer la bibliothèque. Et ça brûle encore en 1854. On sauve la moitié des livres. Là, c'est accidentel. Là, c'est accidentel. Et là, les étudiants du séminaire de Québec réussissent à sauver plein de livres, jettent par les fenêtres. Et ça rebrûle une dernière fois en 1883. Non, on dirait que c'est comme le sort maudit de la littérature québécoise. C'est ça. De la vie intellectuelle, il y a quand même un symbole fort. Ah oui, ça, assurément. Oui, tout à fait. Parlons d'un autre personnage vraiment intéressant que vous nous faites découvrir pour ceux qui ne le connaissaient pas du tout. Félix-Gabriel Marchand. Oui. Parlez-nous de lui. C'est intéressant parce que c'est le dernier représentant, si tu veux, si vous voulez, de sa famille politique et littéraire. Parce que c'était vraiment littéraire. Ceux qui avaient ce que vous appelez ceux qui possèdent une identité feuilletée. Oui. C'est un beau terme, ça. Oui, j'étais content. Non, mais vraiment. Feuilleté, je trouvais ça me parle. Un peu passion flicky. Je suis pas racisée, j'ai une identité feuilletée. Je vais m'en rappeler. Pardon. En plus, il y a des couches. Oui, mais ça, je trouvais qu'il y avait plein de belles images associées au caractère feuilleté de la chose. Oui, parce que, regarde, ce que je disais tantôt, c'est très simple. C'est qu'au fond, ce type-là est un notaire, d'abord, un homme politique, mais aussi a une production théâtrale, notamment. Et c'est le dernier de cette lignée-là, vraiment. Et c'est drôle parce qu'il... c'est drôle, c'est pas drôle pour lui, mais il meurt en 1900. Ça marque vraiment la fin de quelque chose. Et celui qui le remplace, c'est Simon-Napoléon Parent, qui est aussi un avocat, mais beaucoup plus tourné vers les affaires. Donc, il possède toutes sortes de choses, toutes sortes d'intérêts à Québec, notamment. Et là, le modèle n'existe plus. Gérald Godin... Donc, du politicien littéraire. C'est ça. Gérald Godin, qui est élu en 1976, qui représente ça, le dira. Il est assez cultivé pour le savoir. Il va dire, la seule personne... En fait, mon prédécesseur à l'Assemblée, c'est Félix-Gabriel Marchand. C'est vrai qu'il n'y a personne. C'est-à-dire un littéraire qui devient politicien. C'est ça. Oui, exactement. Donc, ça n'existe pas pendant tout le 20e siècle jusqu'à Godin. Et rappelons que Félix-Gabriel Marchand va... chercher à créer un ministère de l'Éducation. Ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est des gros problèmes aussi. Avec Chauveau, même chose. Chauveau, le clergé va bloquer, évidemment, toutes les initiatives. Sous le mandat d'Honoré Mercier, donc de 1887 à 1891, il se passe des choses quand même. Il y a une volonté réelle de créer toutes sortes de choses, puis il réussit à s'en sortir. Mais... c'est un gros problème, évidemment, de ce point de vue-là, la création d'un ministère de l'Éducation. Ça va être... on sait, c'est 1964. Tout à fait. Alors, avant ça, c'est un département d'instruction publique sous l'égide du clergé. Du clergé et protestant et catholique. Oui, voilà. Et il va vouloir encourager aussi, puis ça, on n'a pas parlé, mais j'en profite pour aborder le sujet. Il veut encourager la littérature d'ici, du Québec, non pas en achetant des livres, mais en créant des prix. Parce que, et ça revient souvent dans le livre, il y a plusieurs polémiques autour de l'achat de livres par le gouvernement. Parce qu'on veut aider la littérature naissante, fait qu'on achète des livres. Et là, des fois, dans les débats parlementaires, on va critiquer le choix d'un livre ou d'un autre.
C'est assez extraordinaire, ça. Ça donne des échanges qu'on peut pas imaginer en chambre. Non! Aujourd'hui. Tel député, pourquoi avez-vous acheté tel livre? Ça n'a aucun sens. C'est un mauvais livre. On voit ça tout au long du 19e et une partie du 20e siècle. Parce que c'est une occasion aussi de népotisme. C'est-à-dire que, il n'y a pas de subvention avant les années 60, ou à peu près, il y a des prix, toutes sortes de choses, mais grosso modo, c'est en achetant. Le gouvernement achète des livres qui distribue à gauche, à droite. Ça va permettre aux auteurs de vivre. Exactement. Arthur But est un bel exemple. Souvent, il va demander, pouvez-vous m'acheter tant de livres? Là, le département soit de l'agriculture, de la colonisation va acheter 250 exemplaires de son livre. Avec des gants. Oui, parfois. Parfait. Et donc, ça donne une situation assez étonnante. C'est qu'on peut dire, ce gars-là, c'est un libéral. Ou ce gars-là, c'est un conservateur. Pourquoi vous avez acheté ça? Pourquoi vous avez fait ça? Et là, ça devient... Moi, je reproduis intégralement un débat de 1927, si ma mémoire est exacte, à propos d'un livre de... Jean-Charles Harvey. C'est la section intermède. En fait, vous en faites une espèce de pièce de théâtre. C'est une partie intermède. Vous êtes amusé, là. Oui. Intermède. Oui, tout à fait. Et parlons de Jean-Charles Harvey, parce qu'on n'en parle pas assez. Personnage, je trouve, très à droite. Peut-être pas au début. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, on va le retrouver. Il va forger les contretemps un peu de la Révolution tranquille en se disant contre tout ce qui se passait. C'est un franc-tireur. C'est un franc-tireur. Puis c'est sûr que dans la première moitié, disons, du 20e siècle, son roman Les Demi-civilisés en 1934, on en a fait un peu le martyr de la cause littéraire au Québec. Il faut faire attention parce qu'il est renvoyé 3 ans après l'apparition du livre. Je suis pas sûr que ça a un lien direct. Non, mais le livre va être mis à l'index. C'est pas l'index officiellement, c'est-à-dire que c'est le cardinal Villeneuve qui l'interdit. Parce que la mise à l'index... Un index soft. Non, mais c'est intéressant parce que, vous savez, l'index, au fond, on l'a pas utilisé tant que ça au Québec. Parce que c'est vraiment l'artillerie lourde. On n'a pas besoin de ça, vraiment. On est juste à l'interdire localement. Il y en a, au 19e, je pense qu'il y en a 3 ou 4 maximum qui ont mis à l'index. Mais c'est un index... Il y a quand même une mise à l'index symbolique. Oui, tout à fait. Dans les collèges classiques, les élèves n'ont pas accès... Les condamnations, à pu finir, oui, bien sûr. Et là, Jean-Charles Harvey, ça va être... en fait, il va y avoir un débat sur son premier roman, paru en 1925 ou 24-25. Marcel Faure. Oui. Puis c'est ça, donc c'est l'achat du livre pose problème. Parce qu'il est journaliste au Soleil. C'est ça, il est journaliste au Soleil, il est renvoyé. Et là, on s'amuse parce qu'il y a un député conservateur qui cite le livre, dit c'est très, très bon finalement. Mais là, il met dans l'embarras son chef qui, lui, sait très bien que il a été honni, Harvey. Fait que là, il y a toute une espèce de situation. Parce qu'il y a des gens aussi, il faut bien le dire, qui sont pas lettrés, évidemment. Dès 1792. C'est ça, faut pas créer l'illusion que tous les politiciens étaient délettrés et que la rhétorique en chambre était du plus bel effet. Non, pas du tout. Il y avait de toutes sortes de députés. Exactement. C'est sûr que je vous dirais que les bourgeois francophones, donc la petite bourgeoisie, menaient pas mal les débats. Mais il y avait quand même des moments où là, ça devenait une façon d'attaquer aussi une personne. Je donne un exemple dans le livre. Dans les années 30, un des députés, je pense c'est Hortense B. Pas Hortense, comment il s'appelle? Peu importe. Un député, donc, conservateur, assez pauvre. Et là, on se moque de ses fautes de français. En fait, c'est Alexandre Tachereau qui se moque de ses fautes de français. Ça sert aussi à certains moments. Ça sert encore aujourd'hui. Oui, c'est encore présent sur les médias sociaux. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Vous m'avez fait rire aussi parce que je pense que c'est quand vous parlez de marchands ou de parents, vous dites... En fait, vous citez Robert Rumilly. Ça arrive des fois. Qu'on citera ici... Non, mais là, je vous cite... En parlant de Robert Rumilly, qu'on cite ici avec des pincettes. Ouais, Rumilly, c'est un cas assez étonnant. Pourquoi? D'abord, il a écrit de manière... c'est hallucinant. Là. Compulsive. C'est c'est fou. C'est le nombre de livres. Il y a 51 volumes, je pense, dans l'histoire de la province de Québec. Dans des conditions toujours un peu étonnantes. C'est-à-dire qu'il y a des documents, il ne cite pas, on sait, on pense qu'il a volé plein de documents. Certains documents, on ne les retrouve pas. Fait que quand on veut parler d'une époque, on est comme pris. Parce que... Si Romilly est passé par là, il en manque. Pas juste dans ce sens-là, c'est qu'il y a tellement des connaissances. Il connaissait les acteurs de l'époque, il était beaucoup plus près aussi. Donc, on est pris avec ça pour recréer une époque. Parce que là, on se dit, je peux pas le citer en même temps chez des historiens. Là, on se dit, ça marche pas.
Mais pourtant, des fois, c'est intéressant. Son Duplessis, par exemple, n'est pas inintéressant pour plein de raisons. C'est-à-dire que lui est passé avant que la gratte passe dans les archives de Duplessis. Et là, je peux vous dire qu'il ne reste plus grand-chose. Est-ce qu'il y a un fonds Rumilly aujourd'hui? Est-ce qu'on a accès à un fonds? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Je pense. C'est peut-être assez ratoureux qu'il doit avoir mis le feu là-dedans avant de... C'est une bonne question. Il faudrait vérifier peut-être, oui. Mais c'est un type... La biographie de Jean-François Nadeau est hyper intéressante là-dessus parce qu'on voit le personnage. Et Berthelot, Pierre Berthelot, on en a parlé. C'est super intéressant aussi parce qu'il fait l'histoire des biographies. Oui. Puis il parle de Rumilly. C'est un Conrad Black de Franco, de Pétain. Et Conrad Black a utilisé la même démarche parce qu'il aimait bien ça, cette idée-là de faire le tri. Ah oui, ils ont fait le tri. Oui, ils ont fait le tri. Bon, arrive le 20e siècle, parce que il y a plein de choses encore à discuter. Là, c'est intéressant parce que le type de politicien qui va se retrouver dans l'arène parlementaire va changer. Oui, tout à fait. Et là, arrivent les Bourassa, entre autres. Après ça, Gouin va arriver, Taschereau va arriver. Et on est encore dans... Il y a encore un décalage entre la fiction de la colonisation. Oui. C'est encore plus net, même, je dirais. Oui, c'est ça. Et la réalité. Et entre autres, les policiers nationalistes vont vraiment s'emparer de cette fiction. Ils sont drôles. Ouais. En 1909, arrivent en chambre Henri Bourassa et Armand Lavergne. Oui. Ils sont lettrés, ils sont brillants. Semble-t-il que c'est ça le comble à l'Assemblée législative pour les voir aller. Ouais. Et lui, il s'amuse à un moment donné. Je donne un exemple de Lavergne que je trouve très drôle. Tu sais. Il y a le fameux roman Le Centurion qu'on a tous lu. Non, pas du tout. C'est un roman. Le roman d'Adolphe Routier, qui est un roman absolument horrible, mais qui a été traduit en plusieurs langues. Et là, à un moment donné, dans un échange, Lavergne dit pourquoi on a acheté ce roman-là? Ça n'a pas de sens. Un qui dit Encore, on remet en question les achats. Oui, tout à fait. Et là l'adversaire dit, écoutez, le ministre dit, ça a quand même été traduit en plusieurs langues. Et là, Lavergne de répondre, vous m'avertirez quand ce sera traduit en français. C'est bon. C'est ce genre de débat. Alors, ces personnages-là sont très forts, sont très marquants, mais bon, ils deviennent... Et Lavergne, on va rester avec lui, parce que ça m'a vraiment intéressé. C'est-à-dire qu'il va utiliser la fiction pour dénoncer la collusion entre le gouvernement de Lomergouin et des marchands de bois des Laurentides. Il va utiliser un conte fictionnel d'Alphonse Daudet. Oui. C'est extraordinaire. Donc, c'est-à-dire que la fiction va mieux relater le cas de collusion que seulement relater la réalité. C'est quand même intéressant. Ah oui, tout à fait. Donc, on les voit, les fameuses interactions en chambre. Et puis, tout ça se passe en chambre. Il va citer... Oui. Le conte? C'est-à-dire qu'il reprend la formule du conte. Oui. Puis, ça se parle de marchand de bois, considère que la fiction est plus à même de rendre compte de la collusion. Wow. Et on retrouve un peu la même chose de l'autre côté, avec le mythe, qui devient un mythe, finalement, de Maria Chapdelaine. Oui. Et là, on dit, regardez comment ça fonctionne bien, la colonisation, en parlant d'une fiction. Oui. Et là, il y a toutes sortes, c'est ça, ça se parasite. Et d'ailleurs, vous vous rappelez dans votre livre que Pierre Elliott Trudeau et Pierre, ou pas, et Pierre Vadeboncoeur vont dénoncer cet écart-là entre la fiction et le réel. Entre autres, dans un texte sur la grève de l'amiante, vous en citez un passage. En fait, et vous allez dire de Pierre Vadeboncoeur qui va lui aussi relater souvent dans son travail l'irréalisme de la culture canadienne-française. Oui, c'est exactement le... Trudeau et Vadeboncoeur, tout au long des années 50 dans Cité libre, c'est vraiment leur principal, comment dire, c'est ce qu'ils cherchent à atteindre le plus. Je considère que... À déconstruire, en fait. Déconstruire, parce que on constate, et on le voit dès le début du 20e siècle, le décalage entre l'idéologie ou en ce que les gens... le discours, disons, des élites et de l'autre côté, la réalité. De parler, finalement, de vallons, rieurs et de cultivateurs à partir de 1915, alors que le Québec est majoritairement urbain, ça n'a plus de sens. Et là... Et aller dire que la colonisation, c'est un Éden pour gens... Allez dire ça aux gens de l'Abitibi. C'est ça a changé des vies. Moi, en passant, mes grands-parents maternels sont allés en Abitibi. Ils ont vécu à Guyenne, qu'on a appelé la Petite Russie du Nord. Et puis, ça a été un désastre, d'un point de vue économique. Et humain. Oui, c'est ça. Donc, cela dit, ça a affecté beaucoup de vies. L'Abitibi existe encore. Là. Oui, mais il faut voir, les films de Pierre Perrault sont extraordinaires des années 70 là-dessus. Parce qu'on voit Horace Lalancette. Mais il est encore dans la fiction, d'une certaine façon, Horace Lalancette. Parce que son discours est en décalage avec la réalité. T'as raison, c'est vrai. Parce que son village ferme. Puis là, lui, il le dénonce, évidemment. Il dit que les fonctionnaires arrivent pour nous dire quoi faire, mais reste que
ça va pas bien dans les faits. Et pour lui, on est encore en train de construire un royaume. T'as raison, c'est vrai. Et j'ai eu la chance, moi, quand on est allé en Abitibi, la saison 1, d'aller voir la ferme d'Oris. Il était décédé depuis 1 an, mais son fils m'a accueilli et on en a discuté, mais il dit ma blonde travaille à temps plein, on peut pas vivre de la ferme. Puis ça en est une bonne ferme ici, là, dans la région, mais il restait plus personne. Ses 3 voisins sont déménagés, il restait 105 personnes à Rochebeaucourt. Il n'y a même plus de magasin, il n'y a plus rien, mais la fiction d'Oris... C'est ça qui est magique quand on regarde des films. C'est la fiction quand même. Ben oui, c'est puissant la fiction. Ben oui. Bon, vous avez, tantôt on en a glissé un mot, Jonathan Lévernois, Duplessis. Oui. Et Godbout. Duplessis, c'est vraiment intéressant parce que, vous le dites, c'était pas le populiste au début, c'était pas le populiste qu'on retient. Il citait Jean Jaurès, parfois, même en chambre, c'est quand même quelque chose. Ouais, on l'oublie. Oui, on l'oublie. On peut dire que c'est un esthète, d'une certaine façon, amateur d'opéra. Oui, il avait une bibliothèque bien garnie. Il a la bibliothèque d'un bourgeois conservateur du début du 20e siècle. C'est-à-dire qu'il a une bonne connaissance de beaucoup de choses, mais une impasse totale sur le 18e siècle. Des goûts très, très conservateurs, je vous dirais. Cette bibliothèque est intéressante. Je l'ai étudiée dans un article, d'ailleurs, parce qu'elle a été conservée à Trois-Rivières. Puis on a une bonne idée de ce qu'il avait. Puis c'est assez intéressant. Il y a des choses... Par exemple? Écoutez, il y a des recueils de poésie des années 30, 40, de gens qui sont pourtant... on se dit, mon Dieu, comment ça se fait que ça se retrouve là? Là, quand on ouvre les pages, on comprend que c'était des dédicaces. Et que souvent, c'était... donc c'est des livres qu'il recevait? Oui, mais il les recevait et parfois, il était annoté quand même. Mais des fois, il était pas... Ce qui est bien à l'époque, c'est qu'il fallait découper les pages. On sait quand ça a été lu ou pas lu. Puis souvent, c'était pas lu. Mais des fois, c'est ça qui est assez intéressant. A.M. Klein, le poète juif, lui envoie un recueil qu'il a annoté le Rocking Chair, il l'a annoté en 48. Donc, les lecteurs, mais ne montrent pas trop non plus. Ce qu'il faut donner comme image à ce moment-là, c'est chez Duplessis, comme chez Camille Houde un peu avant, c'est que ce sont des lecteurs de magazines. Oui. Ce sont des lecteurs de trucs. Mais encore une fois, la littérature sert à rien. C'est ça. On doit pas... Philippe Couillard, c'était un grand lecteur de The Economist. Oui. C'est ça. Sauf qu'il lisait la fiction aussi, Philippe Couillard. Oui, tout à fait. Puis c'est un grand amateur de classiques latins. De Racine aussi. Il citait du Racine. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait une espèce d'hommage à Gaudreau. Oui. Avec une espèce de poème absolument. Mais ça, on va en parler encore. Vous me devancez encore. Vous en parlez dans la mythologie québécoise. Vous allez trop vite. Vous êtes trop... Trop vite. Trop vite. Jonathan Lévernois. Parlons, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris aussi de ce passage-là sur Duplessis, le dernier chapitre, c'est que Camille Houde va l'influencer. On pense qu'effectivement, il y a une influence de Camille Houde, qui est le chef. Il va comprendre des choses en regardant aller Camille Houde. On peut penser que. Parce que, comme je vous disais tantôt, c'est le prince de l'amabilité. On dit, quelle belle addition à l'Assemblée législative. Il est gentil. C'est le Noblet. Hein? C'est le Noblet, c'est ça. C'est la petite partie de son nom. Maurice le Noblet. C'est quelque chose de... C'est ça. Oui, puis ça va très bien. Mais c'est très, excusez-moi, c'est très québécois. Hein? Il n'est pas tout à fait noble. C'était une noblette. C'est ça. Vous savez que c'est un surnom qui n'a absolument aucun rapport. Hein? C'est pas du tout noble. Hein? C'est une idée qui date de son arrière-grand-père. Je pense qu'on n'a jamais trop su pourquoi. Mais c'est un nom, c'est un patronyme. Oui. Ça en jette un peu. C'est ça. Ça fait bien. Juste un peu. Pas pire. C'est correct. Donc, Camille Houde. Camille Houde, c'est ça. C'est que lui est maire de Montréal en même temps. Oui. Et qu'est-ce ça, c'est bizarre aussi. Ça, c'est jusqu'en 85. Hein. Vous pouvez cumuler des postes. Jusqu'en 1985, on pouvait cumuler les deux? Oui. Être à la fois maire d'un village, d'une ville. Et député. C'est encore comme ça en France? Peut-être, oui. Oui. Vous avez dit, Mathieu, en début d'épisode, ça va pas bien en France, mais c'est à cause de ça. Probablement. Le cumul des mandats, c'est un sujet qui est souvent débattu dans la société. Ça rapporte beaucoup. Oui, c'est ça. Mais ici, depuis 85, c'est impossible. Et Camille Houde, c'est intéressant parce que il n'a pas fait son cours classique. Il l'a dit, il a fait un cours commercial de soir. Oui, à peu près, au Collège de Longueuil. Et il va être un peu raillé en chambre et va se défendre, mais avec beaucoup de panache. Et il va l'utiliser. Oui. Et montrer que, justement, au moment où c'était Horace, quand 25% de la population est au chômage, lui, il dit, moi... J'ai pas le temps de faire ça. Pas le temps de faire ça, là. Moi, il y a des articles qui disent, au fond, il s'intéresse quand même à la chose, mais il lit la nuit.
Parce qu'il n'y a pas d'autres moments. Ouais. Mais il lit quoi? Il lit pas des romans, il lit des magazines. Il lit des choses donc, qui vont ou des essais. Être utiles. Ouais. Je ne sais même pas s'il va vers les essais. C'est peut-être trop littéraire. Mais, alors, Duplessis va faire ça, lui aussi, à partir surtout de 1936. Ouais. Et là, devient ce populiste qu'on connaît. Il ne parlera évidemment jamais de ses lectures, qui ne sont pas extraordinaires, non, mais il lit quand même. Il lit. Ouais. C'est surtout un esthète, tu as raison de le dire. Parce qu'il a dit longtemps... J'ai pas ouvert un livre depuis le Collège classique, alors que c'était faux. C'était complètement faux. Ouais. Il était un grand collectionneur d'art, ne l'oublions pas. De tableaux. Le Krigoff, notamment, l'essentiel des Krigoff au Musée national des beaux-arts à Québec, c'est la collection de Duplessis. Donc, il y a ça aussi, mais ça, il n'en parlait pas trop, parce que c'était pas très vendeur pour l'époque. Alors, c'est ça de voir que le politicien devient professionnel à ce moment-là. Et aussi, une chose assez importante, c'est que les politiciens, jusque vers les années 60, sont à peu près pas payés. C'est très mal payé à être député. Il y a des indemnités, mais pour le reste, au 19e siècle, les gens qui vont en chambre, bon, d'ailleurs, c'est juste 3 mois par année, c'est correct, mais quand même, il faut que tu aies des moyens. Oui, alors, ça explique pourquoi il y a une certaine classe qui forme le personnel politique. Votre livre se termine presque... En fait, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça en même temps, avec l'arrivée de la radio. Oui, c'est très important. C'est très important. Et moi, pour être un lecteur de Marshall McLuhan, je sais comment les médias peuvent influencer le message. Et là, la radio arrive et Duplessis, entre autres, va comprendre très, très vite que les belles joutes, les belles envolées parlementaires, ça ne sert plus à rien. On peut parler directement aux gens via la radio. Ça a un impact phénoménal. Donc, dès 1922, c'est cassé, mais ça... fonctionne très, très bien à Radio-Canada en 1936. Oui. Et Duplessis est un homme de la radio, comme Churchill, comme d'autres. Comme Adolf Hitler. Mais McLuhan a dit s'il y avait eu la télé à l'époque de Hitler, il ne serait jamais arrivé au pouvoir. Non. Les gens n'auraient jamais accepté ce petit bonhomme qui bouge les bras en parlant. Mais quand on n'avait que la voix, c'était... Voilà. Pensez à Duplessis. À peu près jamais à la télévision. Mais détestait ça. Aujourd'hui, on voit des images de Duplessis, mais on ne comprend pas. Non, ben c'est ça. Puis vous savez... Petite parenthèse, le premier moment télévisuel en politique au Québec, c'est 1962. Où là, on a un débat entre Jean Lesage, qui est allé se faire bronzer avant. Bien peigné. Bien peigné. Alors qu'à côté, tu as Daniel Johnson qui a l'air blanc. Il a retenu la leçon de il était malade. Hein? Exactement, c'est les mêmes. Regardez Kennedy. Mais Daniel Johnson était, je pense qu'il était malade aussi. C'est possible. Il se relevait de rhume. Mais en tout cas, le contraste était saisissant. Oui. Alors, effectivement, c'était le fameux débat Kennedy-Nixon en 60. Exactement. Et je pense que des gens, je me souviens bien, des gens d'entourage de Lesage étaient allés voir les gens de Kennedy pour voir un peu comment ça fonctionne un grand débat. Bref, l'âge de la radio, c'est quelque chose, la télévision, c'est autre chose. Mais c'est là que de grandes envolées, ça n'a plus d'importance. Là, on parle directement aux gens. Et ça, ils vont bien le comprendre. Que ce soit Hood ou encore plus, peut-être même Duplessis. Bon, alors, ça clôt pas mal Entre deux feux. Mais là, on va poursuivre la discussion parce que avant de lire Entre deux feux, moi, j'avais lu Mythologie québécoise et vous avez signé un texte. Oui, tout à fait. On en a parlé ici. Sarah-Louise Pelletier-Morin est venue avec Camille Gascon. Et vous signez un texte qui s'appelle « Le premier ministre est un lecteur ». Texte vraiment, vraiment intéressant. Bon, on en a glissé un mot tantôt. Vous commencez avec Philippe Couillard qui vous rappelait que, dans le fond, Philippe Couillard aurait fait bonne figure dans Entre deux feux. À la fin du 18e, début du 19e. Totalement. C'est un médecin, lettré. Et quand il fait un poème pour rendre hommage à Sylvain Gaudreault, qui quitte la direction, pas la direction, mais chef parlementaire du PQ à ce moment-là, il fait une espèce de En attendant Gaudreault, c'est le titre donné à son poème. Et un poème horrible, qui en fait une copie de l'image que des gens qui détestent la poésie se font de la poésie. C'est exactement ça. Alors, ça devient cliché au possible. Parodie presque. Involontaire. Involontaire. Et volontaire en même temps pour montrer, vous savez, je suis pas complètement littéraire. Vous savez. Parce qu'il faut pas être les deux encore. C'est ça. Mais c'est ça qui est fou, ça perdure. Oui, tout à fait. Chez ces gens-là. Alors que des gens comme, René Lévesque était très lettré, il va pas en parler vraiment non plus, un peu plus, mais pas... Mais il va pas, en fait, il va pas en parler, mais il va pas faire à semblant qu'il l'est pas. C'est ça.
Exactement. Par gain politique. Il y a quand même une nuance. Jacques Parizeau, on peut deviner qu'il était lettré. Oui, un peu. Je pense. Oui, un peu beaucoup. Ouais, même chose, Bouchard aussi. Ben oui. Bouchard le montrait un peu plus. Landry, tous ces gens-là. Audit alteram partem. Bernard Landry, j'ai un souvenir d'un repas organisé par ma mère qui travaillait au PQ pour la communauté grecque quand il était ministre des communautés culturelles. Oui. Passer une soirée complète à parler de Proust. Ah ouais. Parce que j'avais un travail d'université à remettre le lendemain matin sur Proust, donc on a discuté pendant des heures, puis il a fini en me disant « Vous n'en parlez à personne ». Ah ouais. Oui. Mais ça m'a étonné. En dévorant sa madeleine. Mais je sais pas, c'est ça. Je sais pas si lui, toi peut-être tu pourrais me dire, mais est-ce qu'il se cachait d'être littéraire? Pas vraiment. Je pense pas qu'il se cachait, mais il mettait pas fallait pas trop le mettre en avant, mettons. Puis l'audio alteram partem, comme tu disais, Mathieu. On l'a reproché. Oui, c'est donc ça. C'est devenu un gag. Donc il fallait pas en parler trop fort, mettons. Bon, dans la mythologie québécoise, c'est ça. Là, vous commencez à courir, mais vous parlez rapidement. En fait, vous décortiquez un peu le rapport que François Legault voudrait qu'on entretienne entre lui et les livres. Parce qu'il y a une performance de soi-même là-dedans. Tout à fait. C'est très... moi, ça m'a surpris. Bon, évidemment, au départ, on voyait arriver Legault en se disant, voilà un comptable plus ou moins enthousiaste qui va requinquer la province. Très enthousiaste, plutôt. Oui. Et là, tout à coup, il se met à parler de ses lectures. Oui. Et de manière soutenue. Et pendant la pandémie. Oui. Une fois par mois, quand même. Oui. Même plus que ça. OK, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, de manière soutenue. Mais sauf que de la façon qu'il en parle, moi, j'avoue qu'au début, je me demandais, est-ce qu'il a vraiment lu les livres ou il met un résumé de son attaché politique de 26 ans? Je pense qu'il lit les livres. Qui, lui, a lu le 4e de couverture. Pas toi? Non. Vas-y, tu as l'air d'avoir d'informations. C'est-à-dire que j'ai... Non, mais il a lu mon livre. Oui, c'est ça. Oui. Puis, il a fait un résumé du premier chapitre. OK. Mais, tu sais, je veux dire, c'est très politique, là. C'est-à-dire que... c'est ce que vous dites dans la mythologie je trouve que votre livre, qui remonte jusqu'à 1900, qui s'arrête en 1936, finalement, il y a vraiment comme une épilogue à ça, là. Oui. Parce que Legault, corrigez-moi, mais depuis, mettons, les 40, 50 dernières années, est-ce que c'est pas le premier qui fait ça de façon aussi assidue et de manière aussi ostentatoire, montrer ses lectures, ça joue un rôle quand même. Tout à fait. Il y a comme une petite rupture de ce point de vue-là. Oui. Tout à fait d'accord. Mais il faut dire que les médias sociaux le permettent. Oui. Le dernier qui a fait ça, et ça c'est assez amusant, c'est Antonio Barrette. Et Antonio Barrette, qui n'est pas le ministre, à part d'être une autoroute pour aller à Joliette, et pas le premier ministre qui a marqué le plus le Québec, mais c'était un autodidacte. C'était pas un homme de main de Duplessis. C'était comme le bras droit. C'était le ministre des relations de travail. Et à ce moment-là, c'est que... Je sais pas pourquoi c'est drôle, mais... C'est parce que les gens... J'ai mis des guillemets, excusez-moi. C'est comme... des guillemets à relation, à travail. Très plus relation. Mais donc, il y avait des grosses valises, des fois. Oui. Dieu sait que Joliette s'en souvient de cette époque-là. Bref, on s'égare. Mais c'est intéressant même. Le truc avec Barrette, c'est qu'il était manœuvre, il a gravi les échelons du CN, mais bon, pas plus que ça. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait en scène en lecteur. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait des livres, il les faisait relire, mettait son nom sur chaque livre, sur pas la tranche, mais l'épine. Oui. C'est l'épine. Son nom en lettres d'or, tout ça. Et là, ça, il en parlait beaucoup. Hein. Il se disait, moi, vous savez, je me suis instruit, j'ai découvert des choses par moi-même. Puis lui aussi, il lisait la nuit, évidemment, parce qu'il n'a pas le temps le jour. Il aurait été clairement sur Instagram aujourd'hui, Facebook. Oui. Les images sont fascinantes parce qu'il se met en scène devant une bibliothèque de manière systématique. Les portraits officiels, il y a sa bibliothèque derrière lui. Puis là, il joue au grand seigneur avec le porte-cigarette. D'ailleurs, il y a un passage entre deux feux sur les portraits. Les politiciens se commandent avec des bibliothèques. Puis il y en a qui on voit que c'est des vrais lecteurs et d'autres non. C'est ça. Mais Zemmour, c'est intéressant. C'est aussi ça. Oui. C'est sûr que ça donne Non, mais là, je veux qu'on revienne à François Legault parce que, se sert de Facebook, début de la pandémie, ou est-ce qu'il le faisait avant? Oh oui. C'est qu'on ne l'avait pas remarqué, peut-être. Vu qu'on le suivait moins. C'est ça, peut-être. Et là, vous parlez de... Il confie avoir lu L'apparition de Chevreuil d'Élie Turcotte, Le sommeil des loutres de Marie-Christine Chartier. Parfois, c'est des choix de livres de gens dans sa circonscription, des auteurs qui habitent la circonscription. Et vous dites que ces comptes rendus sont toujours construits de la même façon. Ça commence par « J'ai lu tel livre », une appréciation globale, résumé des thèmes que François Legault a repérés et parfois un commentaire politique sur la situation actuelle en relation avec un élément du livre. Oui.
Donc, ça permet de dire, prenons le cas de Mathieu Bock-Côté. Oui. Là, il va prendre le livre. J'ai lu, oui. Je ne sais plus c'est lequel de ces livres, là, je pense que c'est La Révolution... Racialiste et autres virus. Non, je pense que c'est l'autre avant, en tout cas, peu importe. Et là, il dit... sur la bien-pensance. Oui, c'est ça. Politiquement correct. Oui, c'est ça, exactement. Alors là, il dit, bon, j'ai lu telle chose, on voit que dans la société, il y a deux pôles, en gros, les extrémistes, puis, et de l'autre... Et il dit... Les extrémistes et nous. Et nous. Parce que nous, au Québec... Et nous, au Québec, on a... je deviens agressif. Au Québec, ça me permet de... quand ça arrive, c'est ça, c'est que nous, au Québec, on a évité les problèmes en France. Oui. Ce que vivent les gens en France, nous, on n'aura pas à le faire parce qu'on est conscient de ça et que vous avez élu le bon gouvernement pour ça. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il prévoit les coups en disant, ça aurait pu arriver parce qu'on le voit dans ce livre-là, mais non, parce que nous sommes là. Et vous relatez, entre autres, il a lu La Révolution Z d'Éric Montigny et François Cardinal, publié aux éditions La Presse. Oui. Et là, son résumé, c'est l'électeur rêvé de la CAQ. C'est-à-dire le jeune, plus souverainiste, mais nationaliste, branché sur le monde, qui fait de l'argent et qui va maintenir la CAQ au pouvoir pour les 30 prochaines années. C'est ça, exactement. Il est heureux de les avoir retrouvés. Je suis assez d'accord avec le portrait qui est fait. Et vous évoquez aussi une chose, l'auteur qui est dans sa circonscription. Ce qu'il va faire de temps en temps, il va dire, j'ai lu telle œuvre d'une écrivaine de ma circonscription. Lui, c'est député de l'Assomption? Oui, exactement. Oui, exactement. Okay. Donc, une partie de Repentigny, puis l'Assomption. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il dit, voilà, j'ai lu telle chose. Et il le fait un peu comme un produit local. C'est-à-dire que j'ai goûté le cidre de telle personne, j'ai bu... confiture de bleuet de l'Anaudière. Et là, ça revient à quelque chose qu'on retrouvait aussi en chambre à une certaine époque. Duplessis va faire ça, en disant, avez-vous acheté des recueils de poèmes de Néré Beauchemin, qui était l'ami de mon père. Il ne dit pas, mais on le sait que c'était l'ami de son père, qui était presque dans son comté. Et là, ça devient un produit local. Et ça rentre dans l'espèce de stratégie du gouvernement québécois de le panier bleu, acheter québécois, c'est un produit, encourager votre littérature. Mais c'est drôle parce que vous parlez de ça, puis ça me rappelle le concept que vous mettez de l'avant dans Entre deux feux, c'est-à-dire cette construction fictionnelle. C'est que oui, on crée le panier bleu, mais en même temps, on achète les wagons du REM en Inde. Puis nos serveurs, en fait, nos données gouvernementales sont sur des serveurs étrangers. Ouais. Mais on invente une fiction, le panier bleu. Ah, tout à fait. Que personne n'utilise. Non, effectivement. D'ailleurs, ça existe toujours. Bon, les espaces bleus aussi. Oui. Ah, les espaces bleus, c'est intéressant. Je peux me permettre oui, c'est votre balado, Mathieu. Bon, oui, il est silencieux depuis tantôt pour l'animateur. Je suis tranquille, je suis un peu intimidé par tant de connaissances. Non, mais blague à part, il y a aussi, il me semble, quelque chose qui se joue avec Legault et la CAQ. C'est que depuis la première fois, depuis peut-être les années 60, un parti a pris le pouvoir sans avoir un fondement intellectuel. Ce que je veux, sans avoir un groupe d'intellectuels qui pensent la chose. Ça va avoir des problèmes. C'est-à-dire que... Non, mais attention, les libéraux des années 60, ils ont le programme fait par comment il s'appelle? La Palme. Voilà, par La Palme. Je ne dis pas que les libéraux est un parti intellectuel. Le Parti libéral est aujourd'hui encore un grand parti intellectuel, mais il y a eu des grands intellectuels. Il y a eu Claude Ryan, il y a eu des penseurs. Au PQ, on ne peut pas nier que dans les années 70, c'est un parti intellectuel. Tout à fait. Maintenant, le QS a aussi cette base intellectuelle. Mais là arrive la CAQ. Vous ne parlez pas du Parti conservateur du Québec? Une autre fois. Non, mais la CAQ n'arrive pas avec ce même fond. Non. Et donc, il faut peut-être, par une stratégie qui montre publiquement, voici, je suis un lecteur, voici, je suis à l'écoute des intellectuels, il faut peut-être compenser quelque chose. Effectivement. Non? Oui, je pense que ça a du sens. Je dis pas qu'il n'y a pas de penseurs à la CAQ, là. C'est pas ça que je dis. Mais il n'y a pas, on ne peut pas dire que c'est un parti... Pour avoir un succès comme ça, il y a clairement des gens qui ont réfléchi. Des penseurs. Mais sauf que c'est pas un parti qui est né d'un mouvement intellectuel. Même l'ADQ, à un moment donné, référait, c'était Guy Laforêt qui était l'espèce d'intellectuel qui prenait le concept de la rose, la petite noirceur. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il y avait même un intellectuel à l'ADQ. Alors bon. Momentanément. Oui. Guy Laforêt qui était historien? Il était politologue. Ça n'a pas duré très longtemps, effectivement. Mais déjà, il y avait une volonté. Alors qu'à la CAQ, à ma connaissance, il n'y a pas de ces figures intellectuelles. Je pense que ce que vous dites est tout à fait juste. Là. Il y a vraiment quelque chose comme une... Non, mais c'est intéressant parce que là, on va conclure avec ça. C'est-à-dire que c'est pas une position anti-intellectuelle. Non. Mais c'est que, en fait, c'est le gros bon sens. C'est le pratico-pratique.
On n'a pas besoin des intellectuels. Moi, je ne remets pas en cause la sincérité de Legault. Puis, franchement, j'aime mieux un premier ministre qui parle de livres qu'un premier ministre qui n'en parle pas. Ça, c'est vrai. Mais on ne faut pas être dupe, c'est-à-dire ça fait partie d'une stratégie politique. Oui. Et ça, je pense que c'est le grand mérite de l'analyse de Jonathan de montrer cet arrimage-là. Oui. C'est comme si votre livre devient actuel à cause de ce qui se passe depuis quelques années. On dit, OK, oui. Et forcément, il n'y a pas beaucoup de livres, par exemple, des éditions Éco-Société dans les choix de François Legault. Par contre, moi, j'ai Ou des publications de l'Iris. Il y a ça aussi, il y a des choix. Je pense avoir repéré une petite vengeance parmi ses posts Facebook. Vous vous rappelez, quand il a participé à l'émission Lire en cœur sur Internet, il devait faire des suggestions de lecture. Et il y a des gens qui se sont révoltés, peu importe ce qu'on pense autour de cette table, de son droit ou non de participer à cette émission-là. Il y a des gens qui s'en sont révoltés, menés par un écrivain québécois qui s'appelle Nicolas Dawson. Donc, Nicolas Dawson s'est révolté contre ça, a réuni des gens pour écrire. Et François Legault a lu le livre de la sœur de Nicolas Dawson. Il a fait un statut sur le livre de Caroline. C'est rien contre Caroline et son livre. J'aime beaucoup les deux. Oui. Mais je ne veux pas dire que c'est seulement pour ça qu'il a parlé de son livre, mais il fait exactement le plan là, que tu décris. Et il finit en disant « Son frère écrit aussi, mais dans un autre genre. » Ouch. Ah, ça, c'est... Donc, c'était vraiment une espèce d'attaque mesquine. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas vraiment lu ou vraiment aimé le livre de Caroline Dawson. Non. Il en a profité comme un usage des réseaux sociaux très à la page de ce qu'on... Il a l'air... Il donne l'impression d'être un bon père de famille, affable. Mais c'est un fiefé politicien. Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne faut pas l'oublier. Merci, Jonathan Léverlois. Merci, donc, on lit, évidemment, Entre deux feux. Là, je vous le dis, c'est pas un page-turner. Je le dis pas de façon péjorative, mais je veux pas que les gens... Parce que des fois, je peux être convaincant, puis là, les gens se garochent chez les libraires me le disent. Fred, encore une fois, tu as parlé d'un livre, il y avait full... Non, j'exagère, mais... Ça n'arrivera pas, là. Comme devant la SQDC. Non, mais c'est sous la SAC à une autre époque. Non, mais c'est que c'est vraiment un livre intéressant, mais qui est quand même dense. C'est ça que je veux dire. Je pense que je veux pas. Puis c'est correct, là. On en parle. Non, mais c'est extraordinaire d'en parler avec vous. C'est vraiment agréable parce qu'effectivement, le retentissement n'est pas extraordinaire non plus. Non, j'imagine. Vous n'êtes pas allé à Planète Fou, puis on lit pas récemment, avec ce livre-là? Pas récemment. Okay. Je m'arrête là-dessus. Okay. Mais, moi, je suis jamais allé. Non? Ah, OK. Mais l'idée aussi de ce livre-là, c'est effectivement, c'est un entre-deux. Hein, mais les livres précédents sur Duplessis étaient peut-être plus grand public. Là, je me rends compte que c'est ça, il faut équilibrer les choses. Mais je suis très content de ce livre-là. J'ai beaucoup travaillé, effectivement. Puis je trouve qu'il redonne vie à des gens qui ont existé, qui ont fait des choses. À une époque, peut-être, des fois, c'est un entre-deux entre la rébellion des Patriotes et la Révolution tranquille. Puis il y a eu Duplessis. Puis on a l'impression qu'avant ça, c'est un gros magma. C'est un peu comme mon fils, des fois, quand il était au primaire, il revenait de cours d'histoire. Puis la Révolution tranquille, les Romains. Puis Napoléon, c'était tout dans le même week-end. C'est ça. Ça redonne vie à des gens qui ont existé, qui ont fait des choses. Alors pour ça, je trouve ça vaut la peine. Et on pourrait appeler ça un livre bibliothèque, non? C'est pas un livre un peu... Oui, tout à fait. On entre dans plein de livres avec ce livre-là, non? Oui, on peut dire ça. Il en faut plus des comme ça. Tout à fait. Il faut persister. Voilà. Alors merci, Jonathan Léverlois. Merci, Mélika Abdelmoumen. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Les gens vont aller lire Lettres québécoises et nous, on va se retrouver. Avec plaisir. Sûrement au cœur de la tourmente, à la sortie de votre prochain essai. Une nouvelle tourmente, je commence à m'habituer. Je dois avoir touché quelque chose quelque part. Et Mathieu Bellil, content, ça a pris du temps avant qu'on vous entende dans la saison 4? Oui, c'est ça. Je gère l'abondance. Oui, c'est ça. Dans une sorte de purgatoire, là, j'avais exagéré. Est-ce que vous connaissez beaucoup de tribunes qui vous ont donné... Non. 3 épisodes, 4 épisodes, comme je l'ai fait cet été. Et le seul merci que je reçois, c'est ça? Fred, je vous envie énormément la semaine prochaine d'aller parler avec Guy Rocher. En fait, c'est fait? C'est fait. C'est que, oui, donc ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Écoute, et c'est extraordinaire. C'est le week-end du Salon du Livre. Ouais. J'ai reçu un appel le vendredi de sa relationniste qui me dit je savais pas si ça allait fonctionner. Oui. On m'avait dit à l'automne, écoutez, ça va être autour du Salon du Livre, je ne sais pas, M. Rocher est fatigué, ça va dépendre. Bon, j'avais offert de me déplacer chez M. Rocher avec ma console, et j'ai pas eu de nouvelles. Et là, la veille du Salon du Livre, j'ai reçu un appel, il serait disponible demain, et Pierre Duchesne va prend l'autobus
et s'en va directement chez vous. Wow. Samedi, 15h. OK. Fait que là, vendredi après-midi, vendredi soir, oui. Un sous-sol? Pierre Duchesne. Pierre Duchesne, oui, OK. Et je me suis tapé les 2 tons, évidemment. Oui. Et M. Rocher m'a donné à peu près 1h15 avec Pierre Duchesne. Puis avec Pierre, on a fait une intro aussi parce qu'il y a une démarche aussi. C'est une biographie non autorisée. Comme Parizeau, c'était même prêt à travailler. Oui, voilà, exactement. tout à fait. Et oui, et je suis très heureux d'avoir eu les 2. 97 ans. Parce que vous connaissez l'anecdote que quand il est dans la trentaine, il est sûr qu'il va mourir jeune. Ben oui, parce que qu'il a une maladie dans sa famille. Son père est mort. Il prend une grosse assurance vie. Oui. OK? Puis il est rendu à 97 ans. Tout à fait. Incroyable. Tout à fait. Encore qui a participé aux dernières commissions parlementaires sur la loi 96, entre autres. Okay. Et 21. Oui, j'ai vu son Oui, alors ça va être un cadeau de Noël. Ça va être le dernier épisode avant la pause des fêtes. Il va y avoir peut-être 1 ou 2 épisodes. Et j'ai aussi enregistré cette semaine, ça je dois le dire, avant de quitter, pour le brouillon de culture. Donc pour les donateurs de 60$ et plus, il y a du contenu exclusif. L'an dernier, j'avais fait des brouillons de culture. J'en ai pas fait comme je voulais. Là, cette année, je veux m'y remettre. Et là, on a fait un épisode complet sur le travail de Daniel Lanois avec Luc Bérard de l'Oblique, mon disquaire que je fréquente depuis 1988. Et Luc est un grand fan de Daniel Lanois. Fait qu'on va toucher à le Daniel Lanois, le producteur, qui travaille avec Peter Gabriel, qui travaille avec U2, qui travaille avec plein de gens, et aussi l'auteur, compositeur, interprète extraordinaire. Donc, c'est un épisode pour les donateurs de 60$ et plus, parce que je rappelle que la campagne de financement n'est pas terminée. Mais non, il faut donner, mais ça monte bien, ça monte. C'est pas pire. Ça monte. Oui, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais 75% de l'objectif avant Noël. Avant le jour de l'an. On peut y arriver. Vous êtes à combien? 65. Donc 51 000 sur 80 000. J'aimerais ça qu'on arrive à 75%, parce que ça serait le 60 000 qui était l'objectif l'an dernier. Oui. Donc, on serait prêt à le dépasser. Mais bon. J'ai confiance. Alors voilà, merci à vous trois. Merci aux gens. Merci aux gens qui participent à la campagne depuis le début. Les gens m'écrivent, la communauté est là. Je suis vraiment content. Et je travaille sur des beaux épisodes aussi après le temps des fêtes. J'ai très très hâte, mais j'en parle pas trop parce qu'il y a encore des cordes à attacher, des petites ficelles à attacher. Et on va sortir aussi, on va aller se promener entre autres sur la Côte-Nord et peut-être en Gaspésie, soit cette année ou à la saison 5, parce que je travaille déjà sur la saison 5. Un jour, là, je vais tout quitter. C'est visionnaire. Je vais tout quitter pour ne faire que la balado. J'aimerais tellement ça, là, et je vous dirais plein de choses que je peux pas dire présentement. OK, bye!